Donc, on va se lire ces 11 pages. Je vous avais fait une petite intro. Euh, alors, encore une fois, pour vraiment se focaliser sur la data, et les informations qui sont dans ce document, je pense qu'il faut vraiment mettre son affect et ses biais cognitifs de côté. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un sujet grave. Vous allez voir que les visions de la guerre, aux horizons 2030, 2040, 2050, ça fait honnêtement, ça c'est bon. Après c'est totalement mon ressenti personnel, c'est totalement subjectif et non pas objectif, mais je trouve c'est effrayant. Vous allez voir, je trouve ça effrayant. Mais que voulez-vous, faut vivre avec son temps et surtout comprendre que en termes militaires, il n'y a pas de, il faut pas être guidé par ses passions. Encore une fois, l'éthique, la déontologie, comme je vous disais, si votre adversaire a une technologie qui lui donne un avantage concurrentiel, tactique, stratégique, géostratégique, si vous ne le faites pas, vous savez que vous allez être à la traite. C'est pour ça qu'on a l'escalade. Bon, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est pendant la guerre froide. Cette guerre économique incessante, permanente, entre les blocs occidentaux et ceux, je vais pas dire oriental, mais en tout cas de l'URSS, de l'Union soviétique, et la course à l'espace. Pendant la guerre froide, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars d'un côté, de roubles de l'autre, pour s'affronter. Puisqu'on ne pouvait pas s'affronter directement, puisqu'on risquait le, un hiver nucléaire, une guerre thermonucléaire, et on y revient aujourd'hui, c'est assez inquiétant. On a eu la crise des missiles de Cuba en 62, là, avec la guerre en Ukraine, c'est c'est aussi extrêmement chaud. On a ce relent de guerre froide, c'est assez inquiétant. Mais oublions un peu l'actualité qui est assez pesante en ce moment, revenons à ça. Donc je vous disais, malheureusement, le but des armées, en tout cas de l'état-major, on a en fait ce qu'on appelle de la prospective. C'est-à-dire que vous devez constamment vous tenir au courant des évolutions. hein. La prospective, c'est pas propre à l'armée, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment euh, une technique qui peut être utilisée dans tous les secteurs possibles et inimaginables. Donc c'est Gaston Berger qui a inventé ce concept, c'est son créateur, mais on pourrait résumer la prospective, c'est considéré comme une science de l'homme à venir, donc c'est une approche rationnelle et holistique, qui permet de préparer le futur de l'être humain. Alors, vous l'avez bien compris, les armées, le but c'est de réfléchir hein, à, au champ de bataille de demain. hein. Donc le principe holistique, c'est qui s'intéresse à un objet dans sa globalité. Donc là, l'holisme, si on parle de la guerre, eh ben, c'est ce principe, justement. Je vais voir la guerre dans son ensemble et quelles sont les évolutions de demain qui sont peut-être pas encore exploitables. À l'état de projet, de black project, où ça se travaille dans les laboratoires militaires, euh, la recherche et développement. Mais c'est comment je vais pouvoir, je vous dis, garder un avantage. On a la DARPA aux États-Unis, on a également chez nous l'équivalent, qui réfléchit justement, je vous disais, au champ de bataille, au battlefield et au théâtre d'opération de demain. La guerre devient de plus en plus hybride. On a une hybridation au niveau du conflit. Et je vous ai dit, là, l'Ukraine, c'est le meilleur exemple. On voit maintenant la puissance du cyberespace. On voit la puissance de la cyberguerre. Et pas que. Le contrôle de l'information, la guerre de l'information, la G4G, la guerre de quatrième génération, c'est la guerre des cerveaux. Euh, En fait, la guerre cognitive, c'est juste la fusion, pour moi. Maintenant, c'est mon avis de la cyberguerre et de la guerre de l'information, qu'on appelle de quatrième génération. Donc, si on développe, on peut parler de la guerre cognitive. Je pense que, alors je connais pas l'OTAN, mais dans l'OTAN, ça doit être la guerre de cinquième génération, je suppose, puisque celle de quatrième génération, c'est la guerre de l'information. Donc, cette cinquième guerre,
de cinquième génération, hein, comment on classifie du matériel de guerre. Vous savez, on parle d'avions de première génération, deuxième génération. Première génération, c'était avec des hélices. Deuxième génération, on a eu des réacteurs. Hein. Troisième génération, on a commencé à avoir des systèmes embarqués, hein, optronique, un système de radar, conduite de tir, comme on dit. Ensuite, quatrième génération, on a commencé à intégrer un début d'embryon de furtivité, hein, d'ordinateurs extrêmement sophistiqués, euh, de concepts comme la super manœuvrabilité qui permet de faire en combat aérien des virages très serrés, hein, et prendre l'ascendant sur son ennemi. Et la cinquième, sixième génération, c'est des systèmes autonomes, hein, qui vont pouvoir directement communiquer sur le champ de bataille via des liaisons pardon, satellites ou radio et communiquer de l'information entre eux, hein, techniquement. Et la sixième génération, c'est l'évolution, hein, de toutes les technologies, à la fois de camouflage de l'infrarouge pour pas être détecté par les missiles infrarouges et en termes de serre, hein, de surface équivalente radar, donc pour être totalement furtif. Donc on a ce principe, hein, première génération, deuxième génération, troisième génération, etc. Vous l'avez compris. Ben, en termes de concept de guerre, on parle également en génération. Donc pour moi, la guerre cognitive, c'est la cinquième génération. C'est à la fois, elle commence avec la guerre d'aujourd'hui, parce qu'il y a des composantes qu'on retrouve qui sont actuelles, hein. Le meilleur exemple, c'est encore une fois le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et il y a des projets qui sont pas encore euh, effectifs, hein. Et vous allez voir que c'est assez inquiétant, comme je vous le disais. Voilà, je m'arrête là. Je reprends la lecture du texte. Donc, parlons de quelques définitions, hein. La guerre cognitive est une forme de guerre non conventionnelle qui utilise le cyber, les outils, pour modifier les processus cognitifs ennemis, exploiter les biais mentaux et réflexifs, c'est-à-dire penser et provoquer la distorsion de la pensée, influencer la prise de décision, entraver les actions avec des effets négatifs, tant au niveau individuel que collectif. Donc d'accord, collectif, on peut parler de la société, hein, on peut parler de prise de décision, typiquement, ça va être les hommes politiques, hein, les échelons supérieurs de la nation. À l'inverse, en tant qu'individu, on peut déstabiliser aussi, par exemple, un chef de guerre, hein. On peut, alors ça a toujours existé avec comment dire, la guerre psychologique, hein, mais c'est le principe de la propagande, hein. La guerre du Vietnam, on avait quoi? Bon, on avait euh, le Viet Minh, hein, qui faisait de la propagande active pour recruter, même pour faire déserter, soit les Français pendant la guerre d'Indochine, soit les Américains par la suite. Et les Américains également ont toujours fait de la propagande, hein. Typiquement, le premier truc qu'on faisait, c'était des avions. Alors ça a commencé pendant la guerre de Corée, hein, après la Seconde Guerre mondiale. On envoyait, enfin même pendant la Seconde Guerre mondiale, on utilisait ces techniques. Mais ça s'est vraiment démocratisé, on va dire. C'est jeter des petits pamphlets, hein, des petits bouts de papier, en disant, voilà, l'armée américaine vous aidera, vous devez vous rendre, vous menez une guerre illégale, on sera là pour vous aider. Passer sous notre giron, quoi, grosso modo, donc pour essayer d'influencer, hein. Mais c'est vieux comme le monde, hein. La propagande de guerre, encore une fois, on essaye d'influencer soit les populations civiles pour qu'elles se retournent contre le pouvoir en place. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment, je pense, avec la Russie. On va dire, écoutez, regardez, les pauvres Russes, s'il y avait un printemps russe, hein, ça arrangerait bien des agences à trois lettres. On citera pas de nom. Mais c'est ce principe, hein, influencer la prise de décision, bah en effet, hein, regardez, Poutine comment dire, a dit, bah, écoutez, je suis en train d'activer, hein, DEFCON 1, hein, on est en train d'activer tous nos missiles, et c'est l'escalade, hein. Bah ça influe, hein, la prise de décision. Qu'est-ce qu'on a fait? Les Occidentaux ont dit, bon écoute, il nous montre ces missiles, on peut pas lui rentrer dans le lard, il va y avoir un conflit thermonucléaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, ça a été les sanctions économiques, hein, et de graves sanctions économiques d'ailleurs. Donc, on peut également assassiner, hein, on peut envoyer un sniper, comme il y a un sniper ukrainien qui a mis une balle dans la tête d'un général de division il y a quelques jours, hein. Et je peux vous assurer que quand vous voyez votre gradé se prendre une balle dans la tête, ça peut vous refroidir, éventuellement sur le terrain, vous dire, ah, ouais, ça peut être chaud, la prochaine balle, c'est peut-être moi qui va me la prendre, hein.
Donc typiquement, on envoyait des unités spéciales, des forces spéciales, pour dégommer, hein, pour dégommer totalement, encore une fois, hein, les commandants de division et tout ça, pour foutre le bordel dans l'armée des adversaires, hein. Comme je vous disais, si jamais un gradé se fait descendre, je peux vous assurer que le moral des soldats, après, il est dans les chaussettes, hein. On peut faire une guerre de harcèlement, hein, avec notamment les snipers, puisque les snipers, vous savez que les tireurs d'élite, généralement, font beaucoup plus d'ailleurs de renseignements opérationnels, hein, et ils passent leur temps à prendre des notes. On a des scouts, hein, des éclaireurs, et ils prennent beaucoup d'informations et transmettent ensuite au QG, hein. Pour avoir une vision objective, on a besoin d'hommes qui passent, qui sont proches de la ligne de front, ou qui sont carrément derrière les lignes ennemies, et qui vont transmettre de l'information, hein, pour pouvoir justement influencer la prise de décision, mais dans le bon sens. D'accord? Donc, il y a une vraie guerre psychologique, hein. On a le programme Phoenix pendant la guerre du Vietnam, où des unités spéciales de guérilla, de contre-guérilla américaines ont décidé honnêtement, hein, de liquider, hein, l'intelligentsia du Viet Minh, donc c'est-à-dire tous les intellectuels, et tout ce qui permettait la prise de décision et l'influence au niveau de la propagande. Donc, on essayait de faire des meurtres ciblés, hein. J'ai pas d'autre nom, des homicides ciblés pour saper le moral vietnamien, hein. C'était l'opération Phoenix. Vous pouvez charger Phoenix. Et, euh, et voilà, encore une fois, la guerre, là, l'éthique, la déontologie, vous savez qu'au bout d'un moment, quand le conflit dure, d'ailleurs, c'est là qu'on se lâche, entre guillemets, et tout est permis, hein. Donc, encore une fois, ça a toujours existé, mais maintenant on le fait par le cybernétique, hein, par les ordinateurs, par les médias aussi, qui sont extrêmement influents, vous le savez. Donc revenons au texte. Ceci est évidemment lié au concept de la cyberguerre, hein, qui utilise le numérique, des outils d'information, pour prendre le contrôle, modifier ou détruire les 10 outils, hein, si on fait une attaque par déni de service, ou si on fait péter un barrage après une cyberattaque. Donc la guerre cognitive, elle va au-delà de l'information, hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est un échelon supérieur, pour cibler ce que les cerveaux individuels feront de cette information. Elle va donc au-delà de l'humain, et les conséquences de la cyberguerre impliquent également l'ingénierie informatique, la robotique, la programmation, hein, et l'effet cognitif n'est qu'un sous-produit de l'action. Euh, un effet cognitif donc n'est pas un sous-produit de l'action, mais son objectif, hein. Donc le but, c'est encore une fois une évolution. On peut tout à fait, avec la cyberguerre, via l'ingénierie, la robotique, la programmation, impacter son adversaire, mais je vous dis, parfois la guerre psychologique est extrêmement puissante, hein. Je vous rappellerai la bataille de Waterloo notamment. On dit toujours qu'on a fait passer de fausses rumeurs à l'armée anglaise, disant que Napoléon allait être battu, hein, les armées napoléoniennes. Et ça a galvanisé, hein, ça a un réel impact. Je vous dis, la guerre psychologique est puissante. Puisque si vous arrivez à faire croire quelque chose qui est faux à vos propres forces, à vos troupes, vous pouvez également les galvaniser, hein. Elles vont être sûres d'elles, ça va leur donner du courage, et parfois ça peut faire la différence entre une victoire et une défaite, hein. Waterloo, pour nous, ça a été une défaite. D'accord? Ça a été une victoire pour les Anglais. Mais on dit, alors est-ce que c'est vrai dans les faits? Moi, j'étais pas né, mais on a perdu Waterloo parce que justement, les troupes anglaises auraient été galvanisées, hein. C'était le début des fake news, hein, même s'il n'y avait pas Internet. Donc vous voyez que c'est encore une fois, prenez le recul, on vous parle tout le temps de fake news, on n'a pas attendu Internet pour le faire. Donc bien que les outils technologiques soient un moyen vers un effet, hein, donc tout à fait, on va se servir, je vous disais, de la cybernétique, de l'ingénierie, de la robotique, de la programmation. Cet objectif est indépendant des technologies utilisées pour y parvenir. Une façon de penser qu'il s'agit d'une guerre psychologique, sociale et technique, d'une part, et une forme de guerre d'influence, d'autre part, utilisant des moyens cybernétiques. Dans le contexte militaire spécifiquement, il implique l'utilisation d'une stratégie visant
à mener une action de combat, de surveillance ou de sécurisation. Alors, j'ai un nouvel onglet sur ma chaîne qui s'appelle Communauté. Je vous ai mis plein de vidéos, des petits documentaires que moi j'aime. Alors, j'espère que vous les aimerez aussi. Mais il y en a un qui s'appelle Voyage en cybernétique. Honnêtement, c'est un reportage Arte que je vous conseille vraiment de voir pour mieux comprendre hein, ce qu'est réellement la cybernétique, les fameuses conférences Macy, hein, où on a réfléchi à l'interaction entre l'homme et la machine. Hein. Le principe de la cybernétique, c'est la confluence entre les sciences humaines, les mathématiques, la programmation et l'ordinateur. Et comment l'ordinateur peut transformer l'humanité, nos sociétés, mais comment l'ordinateur peut devenir aussi une extension de nous-mêmes. Hein. C'est le cas avec notre smartphone, c'est comme un organe. Hein. Je vous le dis, dès que vous perdez votre téléphone, vous êtes comme un fou. Où est passé mon téléphone? Hein. Vous avez toute votre vie sur votre téléphone. C'est extrêmement sensible d'ailleurs, si on le pirate. Donc voilà, on voit qu'on est de plus en plus, on est devenu des cyborgs. Hein, que vous le voulez ou non, si demain je vous retire Internet, je vous retire votre ordinateur, je vous retire votre téléphone, vous allez voir, et plus vous êtes jeune, plus vous allez voir que ça va réellement impacter hein, sur votre humeur, sur vos capacités. Hein. Puisqu'avant, il fallait être érudit, avant, il fallait lire des livres pour avoir la connaissance. Hein. Aujourd'hui, je m'en fous. Hein. Je vais sur Wikipédia, je lis un article et j'ai l'impression de savoir quelque chose. Mais vous savez que la connaissance, ça prend du temps. Hein. Ça se cultive. Je vous le dis toujours. C'est pas aussi simple. Hein. Mais c'est quand même bien. Hein. Internet est incroyable puisque avant, on n'avait pas ça. Là, il y a quelque chose que tu sais pas, bah tu vas voir. Hein, tu vas voir, tu creuses par toi-même, tu fais de l'OSINT, du réseau, du renseignement en source blanche, source ouverte, et tu peux aller récupérer un pléthore d'informations pour te cultiver. C'est quand même magnifique. Mais on voit bien que retirer Internet, la Terre ne peut plus fonctionner. Mais c'est réel. Hein. Retirer les GPS, plus rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, tout le système bancaire, les systèmes de télécommunications, je vais pas rentrer dans les détails, mais rien que ça fonctionne grâce à Internet, grâce au GPS. Ok. Si vous faites ça, bah demain vous pouvez plus quoi, retirer de l'argent hein, dans un distributeur. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui les gens sont tellement dépendants du GPS. Si demain je te coupe ton GPS, t'as plus de GPS dans la voiture, tu vas voir pour aller à un endroit et tout. On se demande même comment on faisait avant hein, qu'on ait le GPS. Maintenant, c'est ah ouais, t'habites à telle adresse, réflexe quoi. Je rentre ça dans le GPS, je me prends pas la tête. Avant, les gars, il fallait ouvrir une carte, hein, chercher. Tu connaissais pas la ville, il fallait trouver la rue, l'avenue. Hein, il fallait même aller en avance, tu vois, pour pas te perdre. Donc voilà, ça a vraiment transformé nos sociétés. Ça a transformé nos interactions avec entre êtres humains. Ça a modifié nos sociétés, nos moyens de consommation, etc., etc. Hein, donc ça, c'est vraiment ça, quoi. Ça a transformé. Et pareil, le cybernétique, ça c'est dans le monde civil, mais dans le monde militaire également, ça a transformé la vision hein, du combat et des possibilités, en termes notamment de guerre psychologique, en termes de cognition. Donc d'autres définitions existent pour des concepts apparentés. Hein. Le combat cognitif est lié à l'utilisation réelle, locale, temporaire d'outils tactiques pour affecter la cognition. Ceci est dans une stratégie la plus large conçue pour engager des cibles cognitives. Pour les actions offensives, elles se caractérisent par une approche centrée sur le harcèlement, l'exploitation systématique des faiblesses, alors que dans une posture défensive, elle implique le développement des capacités résilientes et préventives à l'aide d'outils similaires. Donc techniquement, on planche sur de l'intelligence artificielle qui va pouvoir être déployée un peu comme des drones. On va pouvoir déployer des agents euh, par essaim. Hein. C'est-à-dire maintenant, vous voyez il y a des essaims de drones. Hein. C'est vraiment là-dessus que planchent les armées. Vous en avez de toute taille, mais le but c'est qu'ils peuvent échanger de l'information et ça fait froid dans le dos, mais on va y arriver. Terminator. Hein. Pourquoi Terminator? Bah, comme le film de James Cameron, parce que parce que à terme, hein, on va retirer l'être humain de la chaîne de commandement. Hein. Vous savez qu'un drone, il y a quand même un pilote derrière qui le conduit. Ok. Si on doit lancer un missile Hellfire, eh ben, il faut appuyer sur un bouton. D'accord? C'est pas le drone qui prend la décision. Le problème, c'est que je vous ai dit, hein, si vous ne le faites pas, un jour il y a une armée qui va le faire.
Dernièrement, on a eu quoi? Bah, c'est l'armée turque, ok, qui a engagé des drones totalement autonomes. C'est l'intelligence artificielle qui a mené l'opération de A à Z. Hein. Donc conduite du tir, bombardement, repérage, et puis voilà, on a appuyé sur un bouton, le drone est parti, et il est revenu une demi-heure plus tard, il avait effectué la mission. Ok. Donc là, ça commence à faire froid dans le dos, hein. Je vous laisse imaginer, ça c'était un drone. Imaginez 1000 drones, 10 000 drones, 100 000 drones connectés entre eux, et que vous lâchez sur votre adversaire, ou peut-être une population civile. Hein. Ça peut être inquiétant. Hein. On a vu comment les forces de l'ordre ont gentiment remis en place les gilets jaunes dans notre pays, hein, notre belle démocratie. Imaginez demain que ça soit des armées de drones qui gèrent les manifestations. Ah, ça va faire drôle, hein. Là, ta démocratie, à mon avis, tu vas la voir autrement. Mais c'est ce qui se profile, hein. Même dans la police, on veut de plus en plus faire appel aux drones. Vous allez, dans quelques années, avoir des drones au-dessus de vos têtes qui vont vous protéger, hein, comme d'habitude. Vous surveillez aussi par la même occasion. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la technopolis. Hein, et, euh, et voilà, je vous conseille d'aller sur le site de la Quadrature du Net, qui en parle, hein, qui fait plein d'articles. Je vous ai dit que c'est une association, hein, des hackers, des scientifiques, des juristes, des avocats, qui s'intéressent au droit, qui s'intéressent à notre constitution, euh, et qui veulent apporter un peu un contre-pouvoir, puisque c'est vrai que avec l'avènement des technologies de plus en plus intrusives, on peut également, vous le savez, hein, les détourner. Hein. Ce qui a une utilisation civile peut avoir une utilisation militaire et vice-versa. Donc c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Et puis en tant que citoyen, je pense qu'il faut être au courant de tout ça pour rester, comment dire, lucide. Hein, et peut-être en parler autour de soi. Et plus il y aura de gens qui seront au courant de ça, parce que pour l'instant c'est encore de la science-fiction, mais c'est présent dans des laboratoires. Mais c'est l'avenir qui se profile. Hein. Donc voilà. Hein, en termes de, je vous disais, on va lancer des drones, mais on peut lancer aussi des sortes de robots, des bots, une armée de bots, hein, sur Internet, et ces robots vont mener la cyberguerre. Hein, on n'aura plus des agents, des opérateurs, on aura des robots qui feront ce qu'on leur a programmé à faire. Hein. On leur donnera des ordres et ils iront eux-mêmes attaquer les systèmes d'information, les serveurs. Ils iront eux-mêmes faire un pivotement latéral, vertical, hein, ouvrir les ports, euh, récupérer la donnée qui est pertinente, l'exfiltrer vers les serveurs de command and control. Il n'y aura plus aucune interaction. Vous allez lâcher ces bots et ils iront paralyser, attaquer un pays, hein, récupérer de l'information. Hein, ça sera vraiment, je vous ai dit, on avait les espions, les forces spéciales, on a des armées de hackers. Maintenant, on va avoir des armées de robots, vraiment. Et ces robots feront de l'offensif. Hein. Mais comme ils peuvent faire de l'offensif, tu peux les mettre aussi en défensif. C'est-à-dire que tu vas injecter ces bots, sur ton réseau, dans tes infrastructures d'importance vitale, hein, notamment bah, dans les infrastructures de l'armée, ok, dans tous les systèmes informatiques de l'administration, par exemple, et ils vont venir protéger. Hein. Ils seront à même de détecter des failles, faire du VA, hein, du Vulnerability Assessment, donc la détection de vulnérabilité dans les systèmes d'information, et ils patcheront automatiquement. Ils vont développer eux-mêmes le code et corriger la faille. Hein. Alors là, je sais, ça paraît dingue. Hein. Mais regardez les prémices, on a quoi? C'est Copilot, j'oublie tout le temps le nom, mais sur GitHub. Hein, si tu es pas très au fait du code, eh ben, si tu donnes ton code, hein, donc déjà on te vole ta propriété intellectuelle, mais si t'autorises à le faire, GitHub a une intelligence artificielle qui va t'aider. Hein. Encore plus qu'un IDE, tu vas avoir l'intelligence artificielle qui va te dire, ah, tiens, ta méthode, tu devrais la faire comme ça, tiens, ta classe, là, elle est publique, tu devrais la passer privée, etc., etc. Hein. Donc ça peut être intéressant, ça peut être utile, mais c'est encore une fois, c'est inquiétant. Hein. C'est-à-dire que à terme, on se dit même que c'est une IA qui va coder une autre IA qui va coder du code. Hein, on se retrouve avec toute la logique, hein, des films de science-fiction, notamment Terminator,
où c'est des robots qui construisent d'autres robots, quoi, pour trucider les êtres humains. C'est bon. Mais c'est ce qui nous attend. Et le problème, c'est que, vous le savez, on a de réels problèmes. On a la Convention de Genève qui définit, comment dire, un engagement, un conflit militaire. Le problème, c'est que quand vous commencez à utiliser ce type d'équipement furtif, futuriste, c'est là pour le coup, c'est Call of Duty Advanced Warfare. C'est plus Modern Warfare, c'est Advanced Warfare. Pour rigoler, pour refaire le petit clin d'œil au titre un peu pompeux à chaque fois des Call of Duty, mais on est en plein dedans. C'est de la guerre de demain. Et la guerre de demain, elle n'a pas été encore établie. Il n'y a pas de normes juridiques. Il n'y a pas de normes en termes d'éthique, de déontologie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans un conflit? On- Comme je vous dis, on a des règles d'engagement qu'on appelle ROE. Et les ROE, les Rules of Engagement, c'est très précis dans l'armée. Vous ne pouvez pas ouvrir le feu comme ça, comme un cow-boy. Il faut que, déjà, le premier truc, on s'attaque à une armée qui est en uniforme. Si l'armée, enfin, c'est le problème d'ailleurs qu'on a eu après avec les conflits en Irak, en Afghanistan, c'est que si jamais vous vous battez contre des combattants qui ont pas d'uniforme, encore une fois, là c'est plus une guerre, comment dire, classique. On part dans la guerre hybride et ça devient dans une guerre totalement asymétrique. C'est-à-dire qu'on a des forces régulières d'un côté qui affrontent, par exemple, des Moudjahidines ou des Félagas, comme c'était le cas pendant la guerre d'Algérie. Et ça pose des problèmes, puisque à partir du moment, je vous l'avais expliqué dans les cours sur le renseignement, à partir du moment où vous vous fondez dans la population civile, eh ben, il y a de fortes chances qu'il y ait des pertes collatérales, puisque vous ne savez jamais si, hein, si c'est si c'est un ennemi ou c'est un autochtone. Et je vous ai dit que comment vous allez expliquer au drone qui est autonome que la petite fille qui est à Kaboul, c'est une Kalachnikov en plastique qu'elle tient, on lui a offert un cadeau à Noël. Comment vous allez lui expliquer que c'est un enfant, qu'il faut pas tirer, qu'il faut pas la trucider, qu'il faut pas la vaporiser avec un missile ou une balle de 12-7? Quand vous aurez des autonomes qui seront armés, qui prendront eux-mêmes les décisions, comment tu vas coder ton intelligence artificielle pour lui expliquer que c'est un AK-47 de taille réduite qui est en plastique? C'est un jouet. C'est un jouet, c'est un enfant. Le drone, comment il va distinguer le gars qui a une vraie calache et qui est un combattant du gars qui fait que garder sa propriété, puisque si on prend l'Afghanistan, ils ont tous des Kalachnikov. Je veux dire, c'est un système tribal. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est une autre culture. C'est le choc des cultures. Mais c'est les Pashtuns et tout ça, c'est des sociétés tribales depuis des siècles, voire des millénaires. Donc, comment le drone va comprendre ça? Parce que l'homme, il a cet avantage. L'homme, s'il n'est pas trop con, si c'est pas un cow-boy, il peut utiliser son cerveau. Avant de partir sur un théâtre d'opération, on va lui dire, écoute, tiens, regarde, tu devrais lire ça, apprendre un peu la culture, tu vois, parce que tu vas évoluer dans un terrain que tu ne connais pas et une culture que tu ne connais pas. Et comme je vous l'avais dit précédemment, s'ouvrir à une culture, connaître l'autre, plutôt que lui faire la guerre, c'est quand même mieux. Ça demande des capacités cognitives, ça demande du savoir, de la culture. Voilà. Donc tout ça, ça pose des enjeux majeurs pour toutes ces technologies. Comment, dans quel cadre on va les utiliser. Donc la guerre cognitive est tout autour de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc la guerre cognitive, elle était utilisée avec plus ou moins de succès, pas nécessairement sous le nom, par un certain nombre d'acteurs, d'institutions, d'entreprises étatiques et non étatiques, y compris des organisations terroristes, des mouvements religieux agressifs. Donc ces acteurs comprennent des acteurs spécialisés et des unités hautement compétentes travaillant pour les services de renseignement numérique, ainsi que des agences et des entreprises du secteur en concurrence avec d'autres, ou dans le domaine plus courant du marketing, de la manipulation des clients potentiels. Dans tous les cas, il s'agit de dominer, d'asseoir sa supériorité, voire de conquérir et de détruire. Aujourd'hui, ces pratiques ont atteint un tel niveau que les responsables politiques ne peuvent plus ignorer leur importance. Donc que ça soit
bah, les entreprises du CAC 40 qui se bouffent entre elles, qui font appel à des armées de hackers pour se pirater les uns les autres, utilisent des barbouzes d'agents du renseignement qui viennent utiliser les techniques militaires dans le cadre civil, hein, pour avoir un avantage concurrentiel. Ça existe, hein. Je vous redirige, je vous remettrai d'ailleurs le reportage, pareil, dans la section communauté. Hein, le documentaire s'appelle Barbouze 2.0 et bah, vous allez voir, c'est assez euh, flagrant. Et également, bah, c'est pareil, hein, les armées, renseignements numériques, vous savez que eh ben, maintenant la composante cyber a été intégrée dans toutes les armées, également dans les agences de renseignement. Hein, avant, on faisait du HUMINT, de l'intelligence humaine. Maintenant, vous savez qu'on peut plus se passer naturellement du numérique. Donc le terme cognitive warfare, il était utilisé dans ce sens depuis 2017 pour décrire notamment les modes d'action dont dispose un État ou un groupe d'influence cherchant à manipuler un ennemi ou les mécanismes cognitifs de ses citoyens afin de les affaiblir, la pénétrer, l'influencer, la subjuguer ou la détruire. Donc encore une fois, hein, si vous arrivez à monter les citoyens les uns contre les autres, vous pouvez affaiblir le pays. Hein. Si vous arrivez à endoctriner, hein, euh, des citoyens du pays, vous pouvez le pénétrer. Hein. Vous pouvez avoir des taupes, des sources qui vont vous divulguer des informations. Vous pouvez l'influencer. Hein. Grâce à vos médias, par exemple, eh ben, vous pouvez faire rayonner votre pays ou pouvoir aller critiquer euh, le pays d'en face. Hein. Donc ça, encore une fois, la guerre de l'information. Subjuguer, détruire, bah là c'est pareil. Hein. Si on dispose de moyens informatiques qui permettent de couper les communications ou d'induire en erreur, encore une fois, l'ennemi, eh ben il va prendre de mauvaises décisions. Hein. Donc on a ce principe de guerre électronique. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Hein. Je vous avais parlé dans mes cours sur la cyberguerre, on avait vu comment l'armée canadienne avait utilisé des techniques de propagande, de manipulation de l'opinion publique, de contrôle de l'information pendant la crise du Covid. Hein. Donc vous voyez bien que c'est utilisé. Hein. Et nous, civils, on n'est pas trop au fait de tout ça. Donc sa vaste mission a toujours fait partie de la guerre. Nous avons ici une nouvelle discipline qui nécessite une élucidation plus approfondie. C'est la combinaison des nouvelles cybertechniques associées à la guerre de l'information et des composantes humaines du soft power, ainsi que des aspects de manipulation de la guerre psychologique qu'on appelle PSYOPs. Ils impliquent généralement une présentation biaisée d'une réalité, généralement altérée numériquement, destinée à favoriser ses propres intérêts. Donc là, c'est inquiétant. Hein. C'est l'OTAN. Je vous rappelle que c'est un bouquin de l'OTAN, fait par deux Français. Donc, arrêtez de croire qu'il n'y a que les Russes qui font ça, que les Chinois. Vous voyez bien que l'OTAN fait ça. Ça veut dire nos armées. D'accord? Donc, on voit bien que bah, ça peut être utilisé aussi dans le civil. Hein. Présenter une vision biaisée d'une réalité. Ah ouais, mais on peut s'en servir pour faire pas mal de choses. Hein. Et je vous laisse réfléchir à hein, ces 5 dernières années, ce qui s'est passé. Et favoriser ses propres intérêts. Hein. Encore une fois, on va, par exemple, faire passer l'OTAN pour des saints et les Russes pour des méchants. Hein. Mais c'est plus compliqué que ça. Vous le savez, et que nous aussi, de notre côté, on n'a pas de leçon à donner à Poutine, parce que des saloperies, on en a fait hein, ces 30 dernières années, un peu partout dans le monde. Donc il faut encore une fois avoir de l'humilité, hein, toujours, et puis garder cet esprit critique, analytique. Hein. C'est bien beau de jeter la pierre à l'autre, mais, hein, comme dit l'adage, commence par te la jeter toi-même. Hein, si tu n'as jamais péché, comme on dit dans la Bible. Donc bah voilà, c'est ça ce principe. Hein. C'est que c'est extrêmement puissant et le propre de la manipulation et des guerres psychologiques en fait, c'est que généralement on s'en rend pas compte. Hein. On a un adage d'ailleurs d'infanterie de marine notamment qui fait ça. C'est leur adage, c'est en fait on peut se soigner d'une blessure au corps, hein, mais la blessure psychique, tu ne pourras jamais la soigner. Hein. Et c'est vrai, hein, si vous voyez tous les traumatismes, ce qu'on appelle les shell shocks hein, dans l'armée, c'est tous les chocs post-traumatiques dus à un conflit. Alors on a vu ça, hein, Première Guerre mondiale, les gars devenaient complètement fous, hein, parce que la peur de mourir rend fou. Hein. On a vu ça chez les poilus. On a vu ça également
euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Les gens étaient complètement paralysés, tétanisés, ou des poilus de la Première Guerre mondiale qui arrivaient plus à contrôler leurs membres, qui arrêtaient pas de bouger comme ça, ou qui étaient devenus complètement fous. Hein. Donc, on voit bien que parfois même, ça fait plus mal. Hein. Je vais te donner un exemple. Tu détruis un matériel de guerre, mais c'est un avion. Le gars, il s'éjecte, ok? Il revient, il a peut-être une jambe cassée, voilà. Il se répare de sa fracture, on lui donne un nouvel avion, il peut repartir sur le champ de bataille, d'accord? Donc finalement, quel impact tu as sur ton adversaire quand tu descends un avion? Ok, tu lui fais perdre des millions de dollars, parce que maintenant ça coûte extrêmement cher, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, le pilote, il va pouvoir reprendre le combat très rapidement, d'accord? Par contre, si tu arrives à le rendre fou, le gars, il est plus à même de faire quoi que ce soit. Ok? Il pourra plus piloter l'avion. Il va falloir trouver un gars à sa place. Et ce gars-là, tu vois, il va rentrer au pays. Il va falloir s'en occuper toute sa vie. Il va être dans des hôpitaux, des asiles, des hôpitaux psychiatriques. Et il va coûter extrêmement cher à la société. Et on pourra plus rien faire. Hein. Et vous savez que former un soldat, ça coûte extrêmement cher. Hein, puisque bah, il y a tout le processus de formation. Il est nourri, logé, blanchi. Et, euh, et voilà, ouais, ça demande de, comment dire, du temps et de l'argent. Donc, pour un adversaire, bah, il a plutôt intérêt hein, à essayer soit de vous rendre fou, soit de vous manipuler, hein, pour, grâce à cette vision biaisée, pardon, d'une réalité, eh ben, peut-être pousser vos soldats à ne pas combattre, hein, à déserter, hein, à voir les choses autrement. Mais ça, c'est le propre de la guerre psychologique. Hein. Pour en venir au Vietnam, on avait des hélicoptères ou même des gros camions hein, avec des haut-parleurs incroyables, ultra puissants, hein, des murs d'enceinte, mais pas pour faire une teuf. Et ça lâchait hein, des messages en anglais ou dans la langue, et là, pour le Vietnam, donc en vietnamien, et ça leur demandait jour et nuit hein, de se rendre. Ok. Donc ça, c'est vraiment la guerre psychologique. Hein. Une autre guerre psychologique, ça peut être directement sur le champ de bataille. Mon père a été dans les camps de concentration japonais, hein, et il m'a toujours raconté que les Japonais, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, criaient. Hein. On a ce qu'on appelle le kai, hein, c'est-à-dire que avant de charger, et vous savez que les Japonais, il n'y a pas de reddition. Hein, ils sont conditionnés depuis, c'est l'esprit samouraï, hein, depuis tout petit, à mourir, en fait. Hein. Et si jamais tu te rends, si jamais tu n'es pas tué par l'ennemi, euh, tu es, euh, tu es un paria hein, de la société en fait. Tu as plus aucun honneur. Alors que nous, la philosophie occidentale, c'est plutôt sauve ta peau si tu peux, hein, et essaie de rester vivant. D'accord. Donc, je défends pas l'une ou l'autre philosophie. Il y en a peut-être une que je préfère. Mais voilà ce principe. Et donc, il criait en chargeant à la baïonnette. Et ça, mon père me racontait que quand t'entends ça, t'es dans la jungle, hein, et t'entends ça, bah ça fait sacrément flipper. Hein. T'entends rien, t'entends juste le bruit des pas qui chargent, les baïonnettes, et les gars qui crient pour paralyser leur adversaire. Et c'est exactement ce que c'est. C'est de la guerre psychologique. Ok. Tu vas crier un cri strident en chargeant, et depuis la nuit des temps. Hein. Vous savez que la plupart des guerriers, bah ouais, ils poussent des cris. Hein. Le but, c'est de faire peur. C'est pour ça qu'on se mettait bah, du camouflage, on se mettait des ornements, des os récupérés sur nos ennemis pour faire peur, pour dérouter, hein, paraître le plus fou et se faire passer plus fou que l'autre, hein, pour dérouter. Hein, les Vikings et tout ça. Donc c'est pareil, hein, c'est la guerre psychologique, c'est vieux comme le monde, mais là aujourd'hui on a des moyens cyber pour le faire. Donc cette complexité accrue devrait inciter les victimes potentielles à développer une posture constante de résilience. Même si, dans la plupart des cas, les victimes réalisent généralement qu'elles ont été agressées trop tard. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc c'est pareil, hein, je vous redonne toujours l'exemple. La première victime est celle qui s'en rend pas compte, hein, qui va être avertie la dernière en fait. Bah, c'est par exemple le cocu. Hein. Je vous ai dit, le cocu,
bah, généralement, c'est le seul qui est pas au courant. Hein. Et quand il va le savoir, il va se dire, putain, ma femme m'a trompé, ou mon mari m'a trompé. Hein, mais voilà, généralement, il y a que lui qui ne le sait pas. Tout le monde le sait, sauf lui, quoi. Bah, c'est un peu pareil. Hein, et quand tu le sais, bah, il est déjà trop tard. Hein. Ça fait des années ou des mois que tu t'es fait cocu. Donc voilà, c'est un exemple très trivial, mais c'est ce principe-là. Hein. Et c'est comme une cyberattaque, en fait. Une fois que tu t'en es rendu compte, il est déjà trop tard. Hein. Généralement, l'ennemi s'est barré, il a exfiltré tes données, il a pillé toute ta propriété intellectuelle. Voilà, hein, c'est bien trop tard. Donc cette approche de la guerre cognitive va attirer l'attention des forces armées du monde entier et comprend à la fois des aspects stratégiques et opérationnels dont certains sont plus développés que d'autres. Il n'est pas actuellement couvert par les considérations et les doctrines éthiques établies, comme je vous le disais. Cognitive warfare s'est considérablement développé avec l'arrivée des assistants numériques à la décision stratégique, de nouveaux domaines opérationnels, à l'invasion du big data, le nouvel or noir, à l'analytique, hein, c'est le traitement de l'information, hein, dans le domaine de l'information, du wargaming et de la conduite des opérations. Il se répand maintenant dans tous les domaines où l'information numérique est utilisée, y compris la mise en œuvre silencieuse d'utilisation offensive et défensive, bleu, rouge, attrition cognitive et les mesures défensives destinées euh, à protéger la cible et les populations. Il s'agit d'un mélange de processus d'attaque bien pensés que des contre-mesures et des mesures préventives. Donc là, c'est typiquement, euh, je vous en parlerai, mais ce qu'on apprend en red teaming, hein, le red teaming qui est enseigné dans les armées, c'est ce principe de penser comme l'adversaire pour pouvoir mieux s'en protéger. Hein. Si tu sais comment les hackers fonctionnent, quel type d'attaque ils vont utiliser, hein, eh ben tu sais à l'avance bah, les contre-mesures que toi tu peux mettre en place et les mesures préventives. Hein. Typiquement, quand tu bosses dans la cybersécurité, c'est ce qu'on va te demander. Hein. À la fois de faire du pentest, des audits, du vulnerability assessment, détection des failles, mais aussi faire du red teaming. Un red teaming, c'est-à-dire attaquer à la fois à l'intérieur de l'entreprise, hein, à partir du réseau de l'entreprise, et de l'extérieur, en black box, hein, comme le ferait un groupe de hackers étatiques. Donc la théorisation. De nouvelles théories sont en cours d'élaboration, notamment celles traitant de la résilience et des faiblesses des neurosciences, à l'exploitation des biais cognitifs et la probabilité d'erreurs cognitives, de la manipulation des perceptions, de la façon dont notre capacité d'intention peut être dépassée ou dirigée, et des stress cognitifs induits. Tous ces éléments ont des conséquences prévisibles sur notre acuité mentale, nos relations, nos motivations sociales et sur l'efficacité des organisations. Donc ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que, je vous ai dit, la guerre psychologique, vous pouvez lâcher des drones, ok? Ces drones, ils vont faire de la guerre électronique, ok? Ils vont se faire passer pour des avions, des gros avions. Hein, sur le radar, ça va être la panique. Hein. Les opérateurs radar, ils vont voir des bombardiers B-52 hein, de la guerre froide. En fait, c'est des tout petits drones. Hein, mais ils sont en train de brouiller les fréquences, en tout cas d'accroître leur section équivalente radar, avec ce qu'on appelle la guerre électronique. Hein, et ils vont se faire passer pour de gros bombardiers. Hein. Et donc, avec une vingtaine de drones, vous pouvez faire croire qu'il y a 200, 300 bombardiers qui sont en train d'arriver pour vous bombarder. Donc c'est pareil, la prise de décision, elle va être impactée. Ok. On a des avions dans l'armée américaine qui sont capables de faire des hologrammes, c'est-à-dire projeter des, des avions, mais des avions qui n'existent pas. C'est juste un avion qui va projeter autour de lui plein d'avions, mais euh, totalement invisibles, enfin invisibles, qui n'existent pas. Hein. Tout ça est factice. Hein. On avait Opération Fortitude pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a fait des chars, on a fait des bateaux, on a fait des avions en caoutchouc, gonflables. Ok. Mais vu du ciel par les avions de reconnaissance, on croyait que c'était du vrai matériel de guerre. Hein. Ça a permis de détourner l'attention bah, des Allemands pour pouvoir lancer bah, le débarquement, le D-Day. D'accord. Donc tout ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Je vous avais fait des cours sur la tromperie, la supercherie, la duperie, les tactiques militaires. Comment on peint du matériel de guerre, comment on le camoufle. Hein. Tout ça, c'est de la stratégie, de la tactique. Mais
Là, c'est pareil, hein, je vous montrerai, c'était Sony qui avait fait ça, je crois que c'est vieux comme le monde. Je crois que ça date de 2003 ou 2004, dans la baie de Tokyo, ils ont fait apparaître Godzilla. Vous n'avez pas de lunettes, vous n'avez pas un casque de réalité virtuelle. Godzilla est apparu, ok? Donc toutes ces technologies, je vous le dis toujours, elles sont issues du secteur militaire. Croyez que si ça arrive dans le monde civil, c'est que, bah, vous inquiétez pas, ça fait plus de 20 ans qu'ils l'ont dans le secteur militaire, même plus. D'accord? Donc c'est pareil, vous allez voir, demain, vous aurez des télés avec une image en 3D. Il n'y aura pas besoin de lunettes, il n'y aura pas besoin de casque de réalité virtuelle. Hein. Je sais plus quelle marque de télévision avait fait une télé donc qui coûte, qui est à la limite un prototype, mais grosso modo, vous pouvez regarder, t'es avec ta femme, tu peux regarder deux chaînes de télé différentes. C'est-à-dire que tu as des capteurs qui vont capter tes yeux, celui de ta femme, ou ton chéri, ton mari, et, et en fait, ils vont donner une vision, hein, ils vont projeter une image hein, au niveau de ta rétine, et toi, tu vas voir une image qui est totalement différente, ok, de ta femme. Hein, elle pourra regarder une chaîne, toi une autre, et vous avez l'impression chacun de regarder sur la même télé, alors que il y a deux images différentes une pour chacun. Donc tu vois, ça c'est des technologies assez incroyables. Hein, mais encore une fois, l'art, je vous avais parlé de l'art de la prestidigitation, hein, de l'illusion. Ben, on a aussi l'illusion, hein, la ruse militaire. Tout est basé là-dessus en fait. Donc, encore une fois, voilà, plein de technologies qui arrivent ensuite dans le monde civil, ou parfois des technologies du monde civil, c'est le cas, les drones. Les Français, on était les pionniers dans le drone. Les premiers paroles, c'est les Français. Et, euh, et après, on voit le secteur militaire qui s'en empare. Hein. Donc on voit toujours cette confluence en fait entre le monde civil, le monde militaire. Très souvent, la technologie est issue du monde militaire. Hein. C'est le cas de vos ordinateurs, c'est le cas d'Internet et plein d'autres choses, du GPS et j'en passe. Mais des fois, c'est le monde civil qui apporte son savoir-faire et on militarise la technologie civile. Hein. Mais très souvent, c'est une technologie militaire qui est démilitarisée. Mais on peut la remilitariser à tout moment. C'est ça qui est inquiétant. Et là, vous allez voir que on va parler de transhumanisme, on va parler de modification du génome. Ça a l'air sympa, ça. Et de cyber-guerriers, hein, de cyber-soldats. Le problème, c'est que les cyber-soldats, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas encore dit, c'est ce qu'on appelle les l'Ubermensch, hein, l'Ubersoldat, et c'était des théories nazies, hein, ni plus ni moins. Les nazis voulaient faire des super soldats, hein, dopés. D'ailleurs, il y a ce programme, si vous avez vu les rivières pourpres, eh ben, il y a un petit peu de vérité dans le film. C'est que je crois que c'est dans le 2, pas le 1, mais dans les rivières pour 2, on a justement, ils tombent sur des stocks de drogue, hein, d'amphétamines, et bah, je sais pas si vous le savez, mais on donnait aux soldats des amphétamines en fait pour partir au combat, et les armées sont toujours intéressées aux cocktails de drogue, hein, pour pouvoir rendre plus forts les soldats sur le champ de bataille. Hein, les vols étaient tellement longs avec les bombardiers américains quand ils allaient bombarder l'Europe que euh, ils prenaient des amphétamines. Tous les pilotes de chasse prenaient des amphétamines hein, pour pouvoir piloter pendant des heures sans dormir. Hein. Et c'était l'armée qui distribuait tout ça. Hein. Donc, vous voyez le cocktail explosif, détonnant, c'est le cas de le dire. Et après, toutes les études, projet Artichoke, MK Ultra, de la CIA, hein, pour essayer de faire des sérums de vérité. Ils ont travaillé sur le LSD et ils en ont donné à, à un peu tout le monde. Hein. Ça a donné la Beat Generation, ok? Et tout ce mouvement artistique et puis les années avec cette culture hein, de la pop et du LSD. Donc voilà, hein, tout ça, hein, c'est les hippies. Maintenant on le sait. Hein, il y a des documents déclassifiés du FBI, de la CIA, mais toute la contre-culture hippie, Summer of Love, Timothy Leary, tous ces les poètes et tout, qui ont fait bah, de comment dire partie de ce qu'on appelle le rock psychédélique, tout ça, ça a été en sous-main
géré par Sandoz, hein, qui est un laboratoire suisse qui fabriquait le LSD. Et c'est l'armée américaine, la CIA, qui a fourni toutes les doses, hein. C'était un moyen aussi de contrecarrer, encore une fois, si vous voulez pas que votre peuple réfléchisse, hein, ou se rebelle contre l'établissement, contre le complexe militaro-industriel, contre la doxa, hein, les gens qui sont en place, bah vous avez tout intérêt à contrôler l'information dans le pays. Vous avez tout intérêt à quoi? À abrutir les masses. En abrutissant les masses, vous savez que quoi? Bah, vous avez des citoyens, hein, qui se suffiront du strict minimum, hein. Aller faire des courses, consommer, se divertir, et ils en oublieront même leurs conditions d'esclaves, hein. Un peuple qui se défonce, un peuple alcoolique, un peuple qui prend des antidépresseurs, comme font les Français, eh ben, c'est un peuple qui réfléchit pas. Un peuple qui se défonce, c'est un peuple qui ne réfléchit pas. C'est un peuple qui restera constamment sous le joug, hein, des manipulations, soit par les politiciens, soit par l'oligarchie qui est en place. Et ça dure depuis la nuit des temps, hein. Et maintenant, on va utiliser maintenant même des techniques militaires pour mieux vous manipuler. Donc c'est inquiétant, hein. Mais voilà, vous allez voir, tout ce que je vous parle là, ça va être théorisé dans les pages qui suivent. Et c'est vraiment inquiétant. Donc, ces premiers efforts conceptuels ont attiré l'attention de nombreux chercheurs et penseurs militaires. Donc, parmi tant d'autres, le neuroéthicien James Giordano, qui a décrit le cerveau comme le site des champs de bataille du XXIe siècle. Quand je vous dis que votre cerveau est devenu un champ de bataille pour les armées, et a étudié la militarisation des neurosciences. Alors, encore une fois, ce principe de weaponization. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois. On peut quasiment tout militariser. On peut également militariser la pensée. Le général Godfine a déclaré que nous sommes passés des guerres d'usure aux guerres de cognition, hein. Le colonel Banard a parlé de l'idée de la guerre virtuelle. On est en plein dedans. Le lieutenant-général Stewart de la défense, enfin du DEA, c'est le renseignement militaire américain, a vu la guerre moderne comme un champ de bataille cognitif, et le général Desclos a décrit les processus stratégiques de commandement et de contrôle en tant que triangle cognitif impliquant la dominance des connaissances, la cyberconfiance et la supériorité décisionnelle, ok, qui servent toutes à guider la stratégie euh, pour atteindre les objectifs du commandement. Voilà, c'est pour ça que je vous répète tout le temps. Savoir, c'est pouvoir. La dominance de la connaissance. Si vous avez du savoir, vous avez de la technique, vous aurez un avantage concurrentiel. Vous aurez la supériorité sur votre adversaire. Ok? Et la cyberconfiance, c'est ce principe à la fois de cyber-résilience. Je peux me remettre d'une cyberattaque. Ok? Et en même temps, je sais que j'ai fait tout ce qu'il faut, hein, pour bien maîtriser mon cyber, ok, à l'échelle du pays. Donc, je peux à la fois attaquer, à la fois je peux prendre une posture défensive. Donc, alors que les aspects cognitifs de la planification et de la conduite de ces opérations deviennent de plus en plus essentiels, le colonel Raymond Run, du commandement allié de transformation de l'OTAN, a étudié si le cerveau humain est désormais le champ de bataille ultime. Voilà, tout est dit. Et les sous-bassements théoriques du sixième domaine de la guerre, donc, c'est la 6G. Alors la 5G, il faudra que je cherche. Je croyais que c'était la 5G. Donc là, c'est bien ça, hein, la cognitive warfare. Alors, ça doit être la 5G, ça doit être la cyberguerre, à mon avis, chez eux. La 5G, ça doit être la cyberguerre. La 6G, maintenant, c'est la cognitive warfare. D'accord? À retenir, la 4G, c'est la guerre de l'information. D'accord? Donc, des sous-bassements théoriques donc de la 6G, de la guerre de sixième génération, ont été récemment développés, liant le technium, hein, à la nosphère. Donc, qu'est-ce que le technium, hein? On pourrait le résumer par tous les moyens et les systèmes d'information technologiques massivement interconnectés de façon globale, hein. Grosso modo, c'est plus que l'Internet, hein. C'est l'ensemble des réseaux connectés, tout l'aspect technologique qui me permet d'interconnecter les systèmes, hein, d'interconnecter les systèmes. Internet en fait partie, mais il n'y a pas que ça, hein. Je vous parle aussi de l'interconnexion des systèmes,
des systèmes d'acquisition, des systèmes de détection, ce qu'on appelle la fusion, hein. Il y a un projet top secret de l'armée américaine qui s'appelle Fusion, et le but, c'est de transformer l'espace en cyberespace, en fait. C'est-à-dire que tout le matériel de guerre va pouvoir échanger de l'information. Un bateau communique avec un avion communique avec le satellite communique avec le fantassin. Ils sont tous interconnectés, comme un Internet militaire. Et ça existe. Ok. Donc voilà, hein, je vous ai parlé de Link 16, Link 16, hein, la liaison 16. C'est, vous pouvez communiquer partout dans le monde en mode Wi-Fi et il y a de la bande passante à 1 giga. D'accord? 1 giga partout dans le monde. Ok? Ça permet d'échanger. Les bateaux communiquent avec les avions communiquent avec les chars et c'est intégré au sein de l'OTAN. Ça s'appelle la liaison 16. Euh, voilà. Donc il faut bien comprendre, hein, je vous parle de Gilles Desclos, hein, il est lieutenant général à la retraite de l'armée française, de l'air, et il a commandé des opérations aériennes pendant la guerre en Libye et contribue désormais fréquemment aux travaux de SITU menés dans l'industrie. Donc vous voyez bien, hein, il travaille sur du command and control. Command and control, à la base, c'est dans l'armée, hein. Maintenant, on utilise le terme en cybersécurité, hein, en red teaming. On a des serveurs de command and control. Mais on a également des serveurs de command and control dans l'armée, en fait. Je vous ai dit, c'est pour contrôler les forces, hein, sur le théâtre d'opération. On va diriger les troupes et on va réfléchir en amont, hein, à la stratégie et ensuite on donnera les ordres pour employer la tactique, hein, sur le champ de bataille. Donc voilà, hein, vous voyez qu'il y a vraiment cette réelle confluence entre le civil et, en tout cas, nous dans la cybersécurité, entre le civil et l'armée. Donc c'est ça, il faut comprendre ce principe de technium. Et je vous disais, on a également la nosphère avec deux O. Donc la nosphère, hein, ça a été théorisé par Vladimir Vernadsky et Pierre Théard de Chardin. C'est la sphère de la pensée humaine, hein. C'est dérivé des mots grecs. Nos, c'est l'esprit, hein, et sphéra, la sphère, hein, par analogie lexicale, l'atmosphère, la biosphère, c'est un néologisme, hein, qui a été intégré, hein, par De Chardin dans sa cosmogénèse, hein. C'est vraiment la logique, hein, de comme si la pensée humaine, toute la sphère de la pensée humaine, hein, c'est-à-dire dans sa globalité, hein. C'est la troisième succession de phases de développement de la Terre. On a eu la géosphère, hein, c'est la matière inanimée. On a la biosphère, hein, c'est la vie biologique, le biotope, la faune, la fleur, le règne animal, on en fait partie. Et ensuite, l'émergence de la vie a transformé fondamentalement la géosphère. L'émergence de la cognition humaine transforme fondamentalement la biosphère, hein, puisque on est en train de transformer la Terre. On la détruit, vous le savez, et il n'y a que l'être humain qui est capable de faire ça. Aucun animal n'a fait ce qu'on a fait en si peu de temps. On est en train de tout bousiller. Donc, est-ce qu'on est intelligent, hein? Je vous laisse réfléchir vraiment. En tout cas, pour se faire la guerre, vous allez voir, on est vraiment très intelligent. Donc, comprendre que finalement, la réalité, c'est quoi la réalité, hein? Si on parle un peu métaphysique, philosophie, est-ce que ta réalité est pareille que ma réalité? Si ta réalité est pareille que ma réalité, je peux peut-être, quoi, essayer de la modifier, d'accord? Mais qu'est-ce qui me prouve que ta réalité, c'est ma réalité? C'est quoi la réalité? Ton cerveau traduit des stimuli extérieurs en un flux électrique. Ces stimulations, eh ben, ça te donne du plaisir. Ça modifie ton comportement, ça modifie tes sentiments. Ok? Quand tu passes du bon temps, hein, que tu prends du plaisir, ce plaisir, ça fait sécréter des hormones, hein, de la dopamine, et pas que, de l'endorphine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une simple impulsion électrique dans ton cerveau. Ce que tu vois, ce que tu entends, tes cinq sens, tout ça. Ok? Ça passe par quoi? Par tes nerfs. On a de la myéline, hein, c'est l'équivalent de la fibre optique dans notre corps humain, hein, notamment le long de notre colonne vertébrale, une partie de notre cerveau, et surtout chez les félins, hein. Par exemple, les chats sont extrêmement rapides, puisque ils ont quasiment tout qui est fait de myéline, hein. La myéline, c'est l'autoroute de l'information.
pour le cerveau et pour nos membres, en fait, hein. Si vous avez cette myéline, l'information est 1000 fois plus rapide, hein. Elle se déplace beaucoup plus rapidement. C'est vraiment de la fibre optique. Donc nous, on n'a qu'une partie, mais certains animaux sont entièrement câblés avec de la myéline, hein, au niveau des synapses, des neurones, et ensuite jusque le bas de leur corps, de leurs extrémités, de leurs membres, hein, notamment les chats, mais d'autres félins. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement rapides, hein. C'est-à-dire que toi, le temps, un temps de réaction d'un pilote de chasse, on dit toujours c'est à peu près 120 millisecondes. D'accord? Un pilote de chasse est capable de prendre une décision. Ok? Ben, les félins, les chats, euh, ils sont capables de prendre des décisions en 20, 30, 40 millisecondes, hein. Donc vous voyez, ils sont deux fois, au bas mot, 2 fois plus rapides, hein, dans la prise de décision. Mais un truc tout bête, hein, à partir du moment où ton cerveau décide d'écarter tes doigts et le moment où tu le fais, toi, tu as l'impression que c'est immédiat. Quand tu regardes ta main, tu peux l'ouvrir, fermer tes doigts. Mais en fait, tu le sais pas. Et il y a de la latence, hein. Si je dois faire l'analogie avec nos ordinateurs, c'est pareil. Il y a de la latence sur le réseau. L'ordinateur, pour que tu lui demandes une action, lui, ça va lui demander un certain temps de calcul. Ok? Ben, là, la myéline, notamment, ça permet d'accroître les capacités cognitives pour la chasse, hein, naturellement. Si je parle de félins, c'est parce qu'ils ont besoin de chasser et ils sont extrêmement rapides. Il n'y a qu'à voir, regarder une panthère, un guépard, ok? C'est un jaguar, c'est des machines de guerre, c'est le cas de le dire, d'accord? Donc voilà, hein, le cerveau, c'est extrêmement puissant et encore une fois, si ta réalité, c'est ma réalité, est-ce que je peux l'influencer? Hein, encore une fois, si vraiment on est tous uniques, mais en même temps notre réalité du monde, elle est pareille, identique, hein. Après, c'est notre affect, notre culture qui modifie, mais moi je peux commencer à influencer, hein, t'influencer et même t'influencer sans le faire directement, hein. Avant, j'aurais dû quoi? Utiliser des agents d'influence. J'aurais dû quoi? T'emmener, te mettre des espions dans les pattes, hein, et te faire de la propagande, hein. Essayer de gagner ta confiance, de manipuler petit à petit. Là, maintenant, je peux utiliser un ordinateur, Internet, et tu te rendras même pas compte, en fait, qu'on est en train de te manipuler. Pourquoi? Parce que si tu connais pas les techniques et si tu n'as pas, je vous dis toujours, un petit bagage culturel, tu vas te faire bouffer le cerveau. Ok? Et typiquement, c'est ce que veulent l'armée. Ils veulent vous bouffer le cerveau. D'accord? Donc, c'est encore une fois, j'en reviens à ce que je vous disais en préambule, c'est des cours de défense intellectuelle. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Mais si vous voulez creuser, hein, il y a un livre qui est sorti récent sur la supériorité cognitive euh, de Dean S. Hartley et de Kenneth Jobson en 2021 qui parle justement, hein, de l'intelligence humaine et comment aussi en parallèle on a l'intelligence artificielle qui peut venir aider, appuyer et qui peut aussi manipuler, hein. Regardez les techniques de deepfake, on a de l'intelligence artificielle qui est capable de recréer de toutes pièces, hein. Quelques photos de vous, on peut recréer votre visage, vous faire dire tout et n'importe quoi, à partir de quelques échantillons de voix. Donc, encore une fois, c'est assez inquiétant. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra les principes de base, hein, en termes de psyops, hein, les guerres d'influence, le soft power, le hard power, comme on dit en géopolitique, et les actions cyber, hein, cyberdéfense, cyberattaque. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc on va voir le principe de base, hein. Vous savez qu'en géopolitique, on a le soft power, hein, les opérations d'influence, de guerre psychologique. On va utiliser de la diplomatie notamment, l'hégémonie, hein, au niveau de la culture. On peut citer l'American Way of Life, hein, des Américains. On peut citer la francophonie et la francophonie, le côté français, hein. Encore une fois, ça permet à un État-nation de rayonner et ça s'oppose à la hard power, hein. La hard power qui est typiquement le bras armé des États-nations. Toutes ces capacités, et là, dans le sujet qui nous intéresse, des capacités destinées à dégrader, détruire les actifs informationnels physiques grâce à la cyberattaque ou la cyberdéfense. Donc la guerre cognitive, c'est l'endroit où tous les éléments de la guerre de l'information, pour inclure les aspects opérationnels de la psychologie et des neurosciences, basés sur la systémique et la complexité pour l'action militaire. Elle se suit
elle se situe pardon, à l'intersection des deux champs opérationnels, jusqu'alors gérés séparément, les opérations PsyOps et d'influence, soft power d'une part, et les opérations cyberdéfense, destinées à dégrader ou à détruire des actifs informationnels physiques, d'autre part. Cette intersection permet d'unir des concepts et des points de vue différents, de différentes communautés d'intérêt scientifique, militaire ou du renseignement, entraînant une approche interdiscipline de l'impact des nouvelles technologies sur l'humanité. Donc l'exploitation de l'erreur au niveau de la rationalité. Alors on a l'influence euh, motivée, comme on l'appelle, c'est-à-dire jouer sur la guerre, le domaine de la guerre psychologique, c'est-à-dire faire des actions basées sur la croyance. On peut manipuler vos croyances, malheureusement. Avoir une vision non objective au niveau de la perception. C'est les techniques de perception management. Une vision, alors comment distord, avoir une vision déformée hein, de la perception, l'illusion culturelle, les anxiétés, la peur, les faiblesses au niveau de la personnalité ou les forces, la répression. Donc c'est vraiment deux domaines, la guerre psyops et maintenant le domaine de la guerre cognitive. Là, c'est l'action directement, pas sur les croyances, mais sur les cognitions. Donc vos capacités à comprendre, à interpréter la réalité. On se concentre, on a l'effet tunnel, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ayez la vision d'ensemble. Ok? Si vous vous focalisez uniquement sur une chose, vous allez oublier tout le contexte à côté. hein. Toujours avoir la vision d'ensemble. Mais pour ça, il faut avoir toutes les parties du puzzle qu'il faut assembler pour avoir une vision globale d'un problème et trouver les solutions. Les erreurs de jugement et les biais cognitifs. Les biais cognitifs, alors il y a des biais de confirmation, on a 5 ou 6 types de biais cognitifs, mais techniquement c'est ce que tu penses être vrai et qui est totalement faux. Ce que toi tu crois objectif, mais qui sont totalement subjectifs. Moi-même, je ne vous donne quoi? Qu'une vision subjective du sujet. Ok? C'est comme moi je l'interprète, c'est comme moi je vous en fais une synthèse. Est-ce que c'est objectif? Oui, il y a une part d'objectivité. Pourquoi? Parce que je me base sur des sources. D'accord? C'est pas la pure élucubration de mon cerveau. Par contre, j'interprète. J'interprète et on a tous notre propre interprétation des événements, de sujets. Et plus le sujet est grave, plus généralement on aura nos propres biais cognitifs. Même si, je vous l'ai dit, il faut lutter contre ça. Ne pas interpréter, faire parler les faits, uniquement les faits. Donc voilà les différences entre la guerre cognitive et les psyops. Les psyops, c'est ce qui se faisait avant. Le domaine cognitif, c'est ce qui se fait maintenant, qui est beaucoup plus évolué. hein. Les opérations psychologiques réelles et d'autres actions non cinétiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas interagir, on ne va pas utiliser des moyens coercitifs avec son adversaire. Cinétique comme la force cinétique, c'est-à-dire qu'on va lui rentrer dans l'art. Là, tout se fait par des opérations d'influence ou de la coopération civilo-militaire, ce qu'on appelle le CIMIC. Donc encore une fois, soit je te motive, j'arrive à t'influencer, j'arrive à te corrompre, j'arrive à te faire douter de toi. hein. Là, c'est la guerre psychologique. J'interagis même à distance ou pas, mais en tout cas, je provoque ce changement de compréhension, d'état d'esprit, à l'inverse de la guerre cognitive qui va permettre petit à petit de saturer tes sens, de te faire focaliser sur des choses, entraîner tes erreurs de jugement, entraîner, te laisser manipuler par tes propres biais cognitifs. On voit que la guerre cognitive est beaucoup plus sournoise, puisque on n'interagit pas directement avec l'utilisateur, ça peut se faire également à distance, mais par moyen, encore plus par moyen interposé. C'est-à-dire que je vais utiliser les systèmes la théorie de l'information, la théorie des jeux en mathématiques, pour pouvoir te manipuler. En fait, tu te rendras même pas compte que je te donne tous les moyens pour que tu te plantes. Mais c'est toi qui vas te planter. hein. À l'inverse de la guerre psychologique, où je te pousse à te planter, je te pousse à avoir des défaillances.
en termes de raisonnement, en termes de psyché. Là, c'est toi-même qui va t'intoxiquer, et c'est encore plus sournois. Hein. Encore une fois, je peux vous faire, il y a plein de neurosciences, il y a plein de scientifiques qui ont travaillé sur les sciences cognitives, justement, et le meilleur exemple, c'est les réseaux sociaux. Hein. Comment on joue avec votre dopamine, votre noradrénaline, pour, pourquoi? Pour influencer votre morale, pour influencer vos sentiments, vos désirs. Hein. Susciter le désir en tant que consommateur, et pas que. Hein. Comment chaque like sur Facebook, sur Twitter et tout ça, ça vous fait sécréter de la dopamine. Hein, ce principe de boucle de rétroaction, feedback loop, comme on l'appelle, et comment la cybernétique peut pousser l'homme à changer, à modifier son comportement. Ok? Et plus il va utiliser l'outil, notamment l'ordinateur ou Internet, plus son comportement est modifié. Et à l'insu de son plein gré, hein, comme on dit, c'est-à-dire que tu vas même pas t'en rendre compte. Et ça, c'est extrêmement vicieux en termes de ruse militaire. Donc l'objectif principal, c'est pas de servir de complément à la stratégie ou de vaincre un ennemi sans combat, mais de mener une guerre contre ce et à quoi une communauté ennemie pense, aime ou croit, et modifier les perceptions qu'elle en a. C'est une guerre contre la façon dont l'ennemi pense, dont son esprit fonctionne, dont il voit le monde et développe sa pensée conceptuelle. Les effets recherchés sont une altération des visions du monde et affectent ainsi leur tranquillité d'esprit, leur certitude, leur compétitivité, leur prospérité. L'objectif affiché est d'attaquer, exploiter, dégrader ou même de détruire la façon dont quelqu'un construit sa propre réalité, sa confiance mentale en soi, sa confiance dans les processus, les approches nécessaires au fonctionnement efficace des groupes, des sociétés ou même des nations. Bien que ces aspects techniques, cyber, soient quelque peu différents, c'est un compagnon des opérations psychologiques qu'on appelle PsyOps. Donc au niveau du niveau d'action, la guerre cognitive peut être étudiée sous deux angles, un global et un basé sur des outils qui sont disponibles. Le premier est destiné à contribuer à une culture qui cherche à manipuler les esprits ou à l'autre bout du spectre pour renforcer la résilience et la sécurité mondiale. Il vise à la fois à informer et à former des personnes les plus susceptibles d'être ciblées par des actions ou des intentions mal intentionnées et à utiliser des outils cognitifs pour contrer ces actions. Hein. Typiquement, c'est ce que je vous dis, si je vous apprends quelques petites techniques et que vous comprenez les mécanismes sous-jacents de la guerre psychologique, de la guerre cognitive, de l'ingénierie sociale, le jour où tu tombes sur quoi? Sur quelqu'un de peu scrupuleux qui cherche à te manipuler, tu pourrais éventuellement avoir des preuves, en tout cas une suspicion envers cette personne et comprendre qu'elle est en train d'initier avec toi un travail psychologique. Ok? Elle est en train de te travailler. D'accord? Soit pour te manipuler, soit pour te retourner, soit pour t'arnaquer, hein, soit pour te duper, abuser de toi, de ta confiance. Et ça, c'est important, hein, puisque bah, c'est triste, hein, mais le monde est fait de gens peu scrupuleux, euh, de pervers narcissiques, de sociopathes, de psychopathes, de mythomanes, et bah, il faut savoir les détecter, hein, puisque si vous leur faites confiance, après, c'est le propre du manipulateur, il aura des leviers psychologiques pour vous manipuler. C'est le jeu. J'ai envie de dire, ma pauvre Lucette. Donc, bien comprendre tout ça. Hein. La dimension cognitive repose à la fois sur une connaissance de la psychologie des acteurs impliqués, de la psychosociologie des populations, hein, je vous disais les sciences humaines, l'anthropologie même, de groupes spécifiques, et l'influence de la culture sur la prise de décision et la rationalité des différents acteurs. Hein. Je vous rappellerai, je vous parlais de mon petit papa qui est décédé depuis longtemps, mais voilà, si t'es français, tu peux pas comprendre qu'un japonais, quoi, charge à la baïonnette, soit prêt à mourir pour sa culture, pour son pays. On n'a pas été éduqué comme ça. Ce n'est pas la culture française. Ok? Donc on a un vrai choc des cultures et tu vas te dire, mais le japonais est complètement fou. Ce sont des tueurs sanguinaires. Hein. Ils chargent à la baïonnette, ils étripent nos forces et ils n'ont pas peur de mourir. Hein. Mais c'est pareil, tout dépend de ta culture. Un gars qui va faire le djihad, c'est pareil. S'il croit foncièrement qu'il va partir au paradis, il fait la guerre sainte, il n'a pas peur de mourir en martyr. Il n'aura pas peur de la mort. Ok? Mais vous voyez bien que, encore une fois, c'est votre affect, c'est votre jugement, c'est votre culture qui dit ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est moral, ça c'est immoral. Mais sur le champ de bataille, le gars qui est galvanisé, je vous parlais des armées de Napoléon, hein, de Waterloo, le gars qui est galvanisé et qui est persuadé qu'il est supérieur à son ennemi,
il va quand même avoir cet aspect psychologique où, même s'il est moins bon, il aura le courage. Et le courage peut s'exprimer de différentes façons. Mais si tu te persuades que tu es invincible, eh ben, alors bien sûr, hein, on est tous des êtres humains, sur le champ de bataille, on peut vite mourir. Mais tu auras peut-être un courage que n'aura pas une personne lambda. Hein. Si tu crois en Dieu, si tu as de haute estime de toi-même, ou une haute estime de ta culture, de ton histoire, ok, tu seras prêt à te battre comme un lion pour la défendre. Hein. À l'inverse, si t'as pas beaucoup de valeur, t'as pas beaucoup d'éducation, tu te sens pas, comment dire, prêt à crever, hein, pour tes idéaux, eh ben forcément, hein, ça fera de toi plutôt de quelqu'un de délétère, de lâche, et qui voudra sauver sa peau. Ok. Mais le problème, c'est que si c'est un individu, ça va. Si c'est toute une armée, eh ben là, on en revient à la guerre psychologique. Ce que disait Shunzu. Si tu arrives à convaincre ton adversaire qu'il est mauvais, il va finir par le croire, et tu auras un avantage. Hein. Et si tout le monde déserte, eh ben, même sans combattre, ok, tu auras fait déserter. Ok, tu pourras récupérer des territoires sans avoir même à le combattre. Donc c'est semer la discorde dans les esprits. On en revient à Shunzu, c'est vieux, hein, c'est l'art de la guerre. Mais c'est ça. Vous pouvez lire le Prince de Machiavel. Hein, c'est ces principes, cette technique. Et on voit bien, hein, malheureusement, Poutine a été formé par le KGB, il utilise ces techniques, mais qu'on a utilisé nous aussi. Hein. C'est le principe de faire tout le contraire de ce que tu es censé dire. Hein. Mais c'est un peu aussi la langue de bois, l'art de la rhétorique, la manipulation politicienne. Hein. Les gens vous promettent, là, on est en plein dans les élections, tu vas voir tout ce que vont te promettre des gens, et après tu vas voir dans les faits ce qui va se passer. À chaque fois, c'est la même chose. Avant, c'était un septennat, maintenant, c'est un quinquennat. Tu vois bien, en 5 ans, ce qu'a promis Macron, ce qu'il a fait vraiment. Regarde ce qu'a fait Hollande, regarde ce qu'a fait Sarko, Chirac. On peut remonter jusqu'à la nuit des temps. Hein, mais voilà, hein, c'est faire tout et son contraire. Mais on voit bien que ça a un réel impact aussi. C'est plus que de la politique, là, c'est de la métapolitique. La métapolitique, ça englobe la géopolitique, la géostratégie. Hein. Donc, on voit bien que cette perception, ces illusions peuvent parfois être nécessaires pour galvaniser les troupes, mais peuvent être puissants vecteurs de manipulation et de déroute dans la part des armées de l'ennemi. Hein. Donc la cybernétique, hein, l'absence ou la perte de contrôle, l'influence, le soft power, la psychologie, la cyberpsychologie, l'interaction entre usagers et systèmes, la robotique et les drones, l'autonomie et l'éthique associée aux nouvelles technologies, la motivation et la perte de motivation, abandon ou désespoir, moralité et choc des valeurs, psychologie et religion, urgence d'un accompagnement psychiatrique en cas de soins traumatiques, ou après un claquement de doigts, la cybersécurité et la fiabilité humaine, les aspects cognitifs du command and control, C2, C2C, qui impliquent un nombre considérable d'autres considérations, y compris des aspects multi-domaines et multiculturels. Hein. Mais voilà, je vous l'ai dit. Donc là, encore une fois, on voit la composante C2, Command and Control, hein, qui est, je vous le disais, issue du secteur militaire. Et je vous ai toujours dit, le hacking, c'est multidisciplinaire. Et bien là, c'est pareil. On voit bien que c'est totalement multidisciplinaire. Hein, ça demande des compétences en psychologie, en termes culturels, en termes théologiques, hein, comprendre les religions. Et encore une fois, le but, c'est de comprendre la personne en face. Hein. Et puis l'utilisation de robotique, de drones, et vous allez voir que ça devient ce principe de fusion, hein, je vous disais, c'est-à-dire qu'on va fusionner les intelligences artificielles, les moyens de communication, et l'espace, le cyberespace vont fusionner. Hein, c'est ce projet top secret fusion, enfin qui l'est plus trop, vous pouvez trouver des choses en open source, mais c'est ce principe. Hein, chaque fantassin va être relié à du matériel de guerre, chaque matériel de guerre est relié entre eux, et ces fantassins, ces matériels de guerre, peu importe qu'ils soient, je vous le disais, hein, sous la mer, dans les airs, sur la terre, dans l'espace, vont pouvoir communiquer entre eux constamment, hein, échanger de l'information. Donc voilà, ça c'est vraiment voilà, les guerres de cinquième, sixième, septième génération, hein, puisque, je vous le disais, l'armée essaye de réfléchir à 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois un siècle. Hein, puisqu'il y a des technologies encore qu'on maîtrise mal, mais qui sont en train d'être développées. Hein, les lasers
les armes à faisceau dirigé, hein, les DEW comme on les appelle euh, dans l'armée américaine. C'est des trucs sur lesquels on bosse depuis les années 60. Donc là, on voit bien, ça fait 70 ans que c'est dans les laboratoires américains. Ça commence à être effectif, on commence à avoir des lasers assez puissants pour défoncer des drones. D'accord? Donc, on voit que ça prend du temps, hein. Encore une fois, la plupart des choses qui seront dans la suite de ce bouquin, c'est penser l'armée d'ici 30 à 40 ans, hein. Il y a des choses qui sont encore qu'au stade d'embryon dans des laboratoires de recherche et développement militaire. Mais on y réfléchit. Donc ça veut dire que c'est pas si loin. C'est pas dans un siècle que ça va être mis en place. C'est d'ici 15 ans, 20 ans, 25 ans grand maximum. Donc voilà, pensez aussi à la posture défensive. Ce type d'approche cognitive ne peut pas être défini selon les catégories traditionnelles d'instruments de guerre, mais plutôt comme un outil pour interférer avec des cibles individuelles ou collectives, cherchant à obtenir des effets à différentes échelles, de la personne seule jusqu'à l'ensemble social et son environnement technique. Ces capacités et effets peuvent être utilisés avant, pendant et après des actions cinétiques. Donc, action cinétique, c'est le jargon militaire. Comprenez des opérations directes, donc des moyens coercitifs, grosso modo du combat direct, tout en restant en dehors des définitions internationales actuelles de ce qui constitue un acte de guerre, hein. Donc toutes les saloperies en fait avec la cyberguerre, la guerre cognitive, la guerre psychologique, c'est que elle peut être invisible, hein. Et vous n'avez pas besoin de quoi? De déclarer un acte de guerre, de rentrer en guerre avec votre ennemi pour mener ces opérations, hein. Et ça a un réel impact, hein, même si parfois, je vous l'ai dit, on s'en rend pas compte tout de suite, hein. C'était, alors il faudra que je retrouve, mais un ancien colonel du KGB, hein, qui disait que grosso modo, pour dérouter son adversaire, tu as, comme dit l'adage, hein, commence par éduquer ses enfants et après pousse les idées les plus folles au sein de la société, hein, sur le débat public et essaye de persuader les générations futures de ton ennemi que ils sont incapables, que faire la guerre c'est inutile, qu'on vit dans un monde de bisounours, hein, grosso modo. Comme ça va prendre deux trois générations et tu vas te retrouver avec une population qui vit vraiment dans un monde de bisounours, loin des réalités. Et puis on va les choyer, hein, grâce à la télé, grâce aux médias, on va les rassurer constamment pour pas qu'ils aient une vision objective du monde. Mais le jour où il faut faire la guerre, parce qu'on en revient à ça, c'est quand même ancré dans nos gènes, et ben là tu vas voir que les gens savent plus se battre, hein. Donc c'est inquiétant. Mais si toi t'as maintenu tes forces, tes générations, tu les as entraînés à combattre, et ben là t'as un avantage direct, hein. Puisque pendant 3 générations, c'est des gens qui ont jamais connu la guerre, les privations. Alors que je vous le dis, hein, les Russes, vous inquiétez pas, les privations, leur histoire en est faite. Ils se sont battus contre 4 pays dans leur histoire. Et je rappellerai que même Napoléon, hein, on a eu les politiques de la terre brûlée. Après, on a eu Stalingrad avec les Allemands, les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ils connaissent, ils savent se battre, hein. Donc nous, de notre côté, en Occident, bah, on est plus proche des bisounours que de la guerre, hein. Après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Mais on peut pas se passer d'une armée, hein. Et on voit que notre armée, elle est un peu en décrépitude, hein. On a toujours 50 ans de retard. Mais bon, ça, je veux dire, depuis Napoléon, on se fait mettre la fessée. Donc voilà, faut bien comprendre tout ça. C'est une guerre invisible, discrète, globale, qui peut être ciblée, hein, qui peut être indétectable, hein, et qui a plein de composantes qui peuvent à la fois mener des opérations discrètes, à la fois des opérations agressives, ce qui nécessite de connaître les dangers encourus, de savoir comment les développer, des techniques défensives et des options de dissuasion efficaces ou des moyens de faire face aux conséquences. Donc quelles sont les conséquences, hein, vers un domaine humain? On a le Human Autonomy Teaming, qu'on appelle HAT, hein, c'est-à-dire l'intelligence collective, hein. On va connecter l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle l'intelligence collective, l'être humain, hein. L'être humain est extrêmement intelligent aussi. Maintenant, on voit comment il peut être appuyé, aidé par l'intelligence artificielle.
Donc quelles sont les conséquences? L'ère de l'information s'est transformée en une ère de réseau, puisque le monde est de plus en plus défini par ses interconnexions. Le meilleur exemple, c'est Internet. Ces évolutions est devenue plus complexe à mesure que nos personnalités physiques, numériques, mentales ont fusionné au sein de ces réseaux d'amélioration humaine. Ils sont typiques du domaine humain, où la capacité à résoudre des problèmes complexes dépend de la manière dont l'information est représentée, comprise et développée. Ce domaine doit tenir compte des forces, des limites, des vulnérabilités, de la diversité des acteurs impliqués dans la prise de décision ou dans l'application des règles et des procédures. D'un point de vue défensif, les enjeux sont nombreux, qu'il s'agisse d'assurer la sécurité cognitive des individus, de faciliter le fonctionnement efficace des structures étatiques, d'établir et de maintenir une supériorité cognitive pour une action décisive ou d'améliorer la compétitivité, de développer et de certifier la performance des systèmes intelligents ou des systèmes basés sur l'intelligence artificielle destinés à augmenter le travail humain, améliorer l'intelligence collective, le fameux HAT, Human Autonomy Teaming, améliorer la prise de décision complexe et partagée, garantir un avantage dans le domaine humain, nécessitera de nouvelles approches plus à même de combiner l'humain et la technologie, tout en gérant les conséquences à la fois techniques et psychologiques. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que grosso modo, ces gens pensent que à terme, hein, vu qu'il y a déjà une fusion, on est déjà des petits cyborgs, hein, on peut plus se passer de l'outil informatique. Est-ce qu'il faudrait pas fusionner tout simplement quoi? Eh ben, les biosciences, hein, avec des technologies de l'information, des technologies informatiques, hein. Donc, c'est-à-dire commencer à connecter des puces directement sur l'être humain, hein. Je vous ai dit qu'à un moment, on allait aborder le sujet du transhumanisme. Mais voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est faire des super soldats, des super cyborgs, et plutôt que communiquer avec l'intelligence artificielle, pourquoi pas intégrer l'intelligence artificielle directement dans le cerveau de l'être humain. Je m'explique. Je vous ai dit avec vos doigts, hein, vous ouvrez, vous fermez votre poing, vos doigts réagissent presque. C'est presque instantané. Mais il y a quand même de la latence. Je vous ai expliqué, un pilote de chasse, c'est 120 millisecondes, ok, de réaction. Si maintenant je te mets une puce dans le cerveau qui est capable, hein, d'accroître, de multiplier par 5, par 10 tes capacités de prise de décision. Si je te montre un exemple, hein, euh, t'es dans un avion de chasse, ok, quatrième génération, tu dois activer ton radar, ok, utiliser l'antenne radar, hein, balayage active pour détecter la cible, ok, loquer la cible, hein, au niveau de ton radar, engager, faire sauter la sécurité de tes missiles pour pouvoir les lancer, attendre d'être à la bonne portée. Une fois que tu es à la bonne portée, tu as un bruit dans ton casque, hein, ton radar te prévient qu'il y a la conduite de tir, que tu vas pouvoir lancer le missile et éventuellement toucher ta cible et appuyer sur la gâchette ou sur le bouton pour lancer le missile. Ok. Imagine maintenant un gars qui est dans un avion 50 ans plus tard, qui a une puce, et il contrôle grâce aux ondes alpha directement l'avion. Il n'y a même plus de joystick, il y a plus rien. Il contrôle par la pensée l'avion. Quand il veut tirer, il regarde la cible, et grâce à son casque, on, la cible est automatiquement détectée. Le missile calcule automatiquement la trajectoire, la portée. Ok, il se verrouille automatiquement. Le radar, tous les systèmes optroniques sont synchronisés sur la pensée. Tu regardes, tu tires. Rien que par la pensée. Et ben là, je peux t'assurer que entre le moment où le pilote voit la cible, où ces systèmes détectent la cible et le missile est tiré, il va se passer quelques nanosecondes. Ok, à l'inverse d'aujourd'hui où on est obligé voilà, de respecter un protocole, hein, parce que tu peux pas aller plus vite que la musique. Tu peux pas lancer ton missile s'il n'est pas porté. Tu peux pas lancer ton missile si t'as pas verrouillé ta cible, soit à l'infrarouge, à l'IRST, soit via ton radar à balayage actif. Donc voilà, c'est des avantages. Et vous le savez que dans l'armée, c'est celui qui tire en premier qui quoi? Qui gagne la bataille, hein. Donc voilà, on veut faire des pilotes de chasse avec des puces ou carrément se passer du facteur humain et faire les avions de chasse sixième génération. On est quasiment sûr il y aura plus de pilotes, hein. On aura un pilote dans un avion et on aura un essaim de drones qui vont le suivre, qui vont le protéger, qui vont partir à l'attaque.
hein, qui vont faire de la guerre électronique, pour brouiller les communications, protéger le pilote. Et le pilote, il aura 5 ou 6 drones, mais des drones beaucoup plus grands qu'on en connaît aujourd'hui, qui seront armés et qui vont suivre l'avion et qui vont même pouvoir agir de leur propre chef et qui vont pouvoir se caler sur ces fameuses ondes alpha. On a des casques, hein, mais ça existe. Tu peux contrôler ta souris avec ton cerveau. Hein. Regarde les ondes alpha, ce que c'est au niveau de ton cerveau. Et en fait, bah, il y a un casque qui existe, tu te le mets sur la tête, et en fait, ça capte tes fameuses ondes alpha, et tu réfléchis à bouger le curseur de la souris vers le bas, c'est interprété, on capte ces ondes alpha qui sont des ondes électriques, électromagnétiques, et on les transmet en binaire pour l'ordinateur, et je te jure que tu peux bouger ta souris hein, dans tous les sens, cliquer sur l'interface graphique utilisateur. Hein, ça, c'est des interfaces homme-machine mais qui sont étudiés depuis la nuit des temps dans le secteur militaire, et notamment ça permet bah, aux personnes tétraplégiques, paraplégiques, tétraplégiques, je dirais, de voilà, de pouvoir utiliser un ordinateur. Hein. Vous connaissez tous peut-être Hopkins, hein, ce grand physicien qui avait une maladie neurodégénérative. Eh ben, il contrôlait son ordinateur, justement. Hein, grâce à ces ondes, ils lui ont mis une puce dans la tête qui était connecté et il pouvait contrôler son ordinateur, il pouvait parler, alors que sans ça, jamais il aurait pu écrire des livres, faire des conférences, alors qu'il était comme un légume vu de l'extérieur, mais c'était un des plus brillants astrophysiciens. Hein. Une tête, une vraie tête. Donc voilà, hein, on travaille là-dessus, on réfléchit, et puis vous allez le voir, c'est un peu ce principe de Robocop. Hein. Robocop, c'est quoi? Bah, c'est un policier qui s'est fait tuer et on lui redonne vie. Hein. On prend son cerveau, on lui greffe un corps de robot et il va se venger. Hein. Ça va devenir un super policier. Mais la police y réfléchit, l'armée y réfléchit. Vous allez voir que là, on travaille sur des projets de top secret. Pareil, en termes d'éthique, de déontologie, on n'en parle pas trop. Mais ils sont en train de rafistoler des gars depuis la guerre du Vietnam, ils y réfléchissent, mais en Irak, ça s'est fait à placer des membres hein, artificiels. Et maintenant, vous savez qu'on a des jambes, on a des bras. Le transhumanisme est presque possible. Hein. Donc, on va pouvoir retaper des soldats et les renvoyer sur le champ de bataille avec la moitié ou quasiment tout de modifié. Hein. Donc là, encore une fois, on part dans des délires, mais avec tous les films de science-fiction dont on a été abreuvé, je pense que vous voyez très bien l'image que je vous dessine. Hein, et c'est dans un avenir proche. Donc je trouve ça inquiétant. En tout cas, c'est réfléchi dans les plus hautes instances militaires. Donc depuis une vingtaine d'années, la conception des outils numériques prend en compte les différences et les caractéristiques des utilisateurs afin de favoriser leur utilisation spontanée. Cela conduit certains à réfléchir à la manière dont ces approches guidées peuvent être manipulées pour permettre une plus grande intégration. Les utilisateurs au sein du système. L'intention est passée de faciliter l'expérience utilisateur, inciter ou même dicter leur comportement. Donc, le domaine cognitif, hein, distorsion cognitive, erreur, saturation. Hein, si je t'envoie trop d'informations, c'est comme un déni de service. Ton cerveau, c'est un ordinateur, un supercalculateur. Si je lui donne trop d'informations, il va saturer. Ok? Il pourra plus réfléchir. Eh ben, c'est pareil. Grâce au domaine cyber, je peux rentrer dans le domaine cognitif. J'ai d'autres moyens qui vont me permettre d'étoffer mes techniques dans le domaine cognitif, dans le domaine cyber. Tout ça pour pousser à l'erreur humaine. Hein. Donc, la guerre psychologique, motivée par les émotions, hein, et essayer de modifier les conséquences de ton interaction avec l'humain, hein, et comment toi t'interagis avec les autres, et notamment comment tu peux diriger ton armée, et si jamais bah, je te modifie ta capacité de raisonnement, de commandement, eh ben, je sais que je vais me donner un avantage concurrentiel. Donc on voit les différentes relations entre les différents domaines hein, pour une même action. Domaine technique, domaine humain, c'est les deux finalités, mais on voit la complémentarité des domaines humains et techniques et comment ils interagissent avec d'autres domaines, si on doit parler de la guerre cognitive hein, et du domaine cyber.
Donc d'un point de vue de l'attaquant, l'action la plus efficace, bien que la plus difficile à mettre en œuvre, consiste à encourager l'utilisation d'outils numériques capables de perturber, d'affecter tous les niveaux des processus cognitifs d'un ennemi. Les différentes étapes de la prise de décision sont ciblées, à commencer par la manière dont l'information est saisie, qui peut être submergée puis filtrée, qui peut être contournée, en modifiant la construction des représentations, en influençant la mémorisation, conduisant à des décisions inadéquates, soit en paralysant la prise d'action et en rendant difficile la modification des objectifs. Hein. Je vous montre, vous voyez très bien comment le fait qu'on soit constamment connecté à Internet, moi-même, on utilise des ordinateurs, qu'on ne qu'on n'écrit plus, qu'on ne lit plus, hein, les gens ont beaucoup moins de mémoire que leurs parents. Les enfants ont beaucoup moins de mémoire que leurs parents. Ont beaucoup plus de problèmes de dyslexie, d'orthographe, parce que on n'écrit plus, on lit plus. Hein. Donc on voit bien, il y a des études qui ont été faites, plus vous commencez les écrans tôt, plus votre mémoire va être impactée. Et même, j'ai envie de dire, votre cognition. Hein, c'est-à-dire votre capacité de votre cerveau à retenir l'information, à la mémoriser, à la digérer pour la transformer en savoir, en dextérité, en capacité technique. Eh ben, ouais, on le voit bien. Hein, ça peut être un moyen d'abrutir les masses. Et on est en plein dedans. Donc les conséquences peuvent se situer à trois niveaux potentiels. L'influence sur les dimensions psychologiques, relationnelles, motivationnelles, soit en se mettant le doute ou en considérant les certitudes, hein, soit en provoquant des conséquences chroniques dans le monde cyber, en factorisant ou en induisant directement des erreurs humaines, affecter le réseau, les informations qu'il véhicule ou les interfaces homme-système, soit en ciblant directement les capacités cognitives individuelles, en particulier celles dont les capacités cognitives sont chroniquement altérées. Hein, on peut parler de Stuxnet où bah, le pupitrage disait ouais ouais tout va bien, tout va bien, tout va bien et les opérateurs étaient rassurés. Sauf que les techniciens se sont rendus compte que les centrales d'enrichissement, enfin les centrifugeuses, pardon, d'enrichissement de l'uranium de Natanz, eh ben, elles se sont détruites. Ok. Donc il y avait une vraie guerre au niveau de leur système informatique, et eux étaient persuadés du contraire. Hein. Donc à la fois je peux te faire peur, mais je peux te conforter dans tes biais cognitifs. Tu te dis, ah ouais, tout va bien. Hein. Les installations de mon pays sont sécurisées. Alors qu'en fait, il y a des portes dérobées partout, il y a des APT dans tout ton système bancaire, tu le sais même pas, et toi tu te dis, ah ouais, non, c'est bon, on est au top, on est au top. Mais ouais, mais tu crois que tu es au top. Parce que le jour où la guerre de haute intensité arrive, tu vas voir les Chinois, les Russes, qui vont poutrer tes systèmes un par un, qui vont pouvoir désactiver le réseau électrique, le réseau bancaire, et là tu vas te dire, ah ouais, merde, on n'était pas, finalement, on n'était pas au top. Hein. Et c'est ce qui se passe dans toutes les armées, on se rend compte que, même nous en France, quoi, on fait, euh, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, hein, mais ça pourrait être bien mieux, honnêtement. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi, encore une fois. Donc altérer la psyché, hein. Prendre l'ascendant en altérant la psyché, la prise de décision. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et puis aujourd'hui, on a des technologies portables, des objets connectés. Ce type de guerre prendra de nouvelles dimensions. D'accord. En particulier, le potentiel probable d'internalisation de ces nouveaux outils avec l'apparition du soldat augmenté. Et là, on est en plein dedans. Le soldat augmenté. Donc le cyborg, hein, ni plus ni moins. Donc on va parler un peu du soldat augmenté, hein, comme ils le disent en ces termes. Donc on a la triade nano, info, bio, Kono. Kono, c'est toutes les technologies cognitives. Hein. L'info, c'est toutes les technologies de l'information. Ok. Nano, c'est toutes les nanotechnologies. Hein, les smart dust et tout ça. Les biotechnologies. Hein, donc on voit la fusion. Hein, c'est ce qu'on appelle le NBIC. Le NBIC, c'est un tétraédron. Hein, c'est ce que vous avez sous les yeux. Et c'est les technologies convergentes, telles que définies par le DoD américain dans le rapport Rocco et Brandbridge de 2012. Donc c'est la fusion des nanotechnologies, des biotechnologies, de technologies de l'information et des sciences cognitives. Tout ça pour faire un super soldat. Alors c'est quoi ce projet
Bah, c'est assez faux. Le NBIC, c'est un projet scientifique regroupant 4 domaines, alors jusqu'alors distincts, hein. Donc les nanotechnologies, je vous le disais, technologie des nanorobots, nanocapteurs, nanostructures, énergie, les biotechnologies, comme les technologies biogénomiques, modification de l'ADN, hein, un peu comme la thérapie génique avec le Covid. Non, CRISPR-Cas9, hein, ce fameux quoi, ce fameux scalpel, hein, mais c'est métaphorique. Ça permet de séquencer l'ADN, hein, de découper l'ADN, les brins d'ARN et de les recomposer. Hein, on peut faire des chimères, militariser des souches virales, comme quand on travaille sur quoi? Eh ben, sur le Covid de chauve-souris, par exemple. Hein, on ne citera pas d'exemple. Dans des laboratoires ukrainiens ou peut-être de Wuhan, hein, je dis ça comme ça, la neuropharmacologie, hein, puisque je vous ai dit les drogues omniprésentes au sein de l'armée pour essayer d'améliorer, hein, la psyché et contrôler la peur, hein, des soldats. Si tu n'as plus peur de mourir, tu deviens une machine de guerre, hein. Les technologies de l'information, informatique, microélectronique, les technologies cognitives, sciences cognitives, neuropsychologie, hein. Donc le projet il a été formalisé avec l'encouragement du département américain de la défense en 2002, surtout la DARPA, puis repris par des grandes institutions internationales et plusieurs nations pour rassembler les technologies du futur. Et nous, Français, on fait partie, hein, de ces nations. L'objet est d'encourager le développement d'outils, d'adapter ou d'améliorer l'humain. Alors là, je vais lire lentement, parce qu'il faut digérer tout ça, quoi. C'est la partie la plus phobique, et moi qui me fait peur, honnêtement. Hein, je trouve ça vraiment inquiétant. Améliorer l'humain par une approche anthropotechnique pour développer un homme-système hybride pour répondre à des objectifs de santé, de sécurité, de défense et les préparer à des bio-environnements spécifiques. Espace, mer, désert. Alors ils vont nous faire quoi? Ils vont faire des hommes poulpes, des hommes grenouilles qui pourront respirer sous l'eau. Je sais pas, des hommes qui ont plus besoin de respirer, ils pourront aller dans l'espace. Des hommes qui ont plus besoin de boire, hein, ils pourront aller dans les déserts. Je sais pas. Ah, franchement, ils ont beaucoup d'idées. Aujourd'hui, ce projet, plus sérieusement, a conduit à une convergence partielle des domaines, principalement par le couplage des techniques de l'information, des nanotechnologies pour la santé, les nouveaux activateurs chimiques de la cognition, moi j'appellerais ça des drogues, l'électronique embarquée, ah, directement dans le cerveau. À terme, l'objectif est qu'il débouche sur un opérateur humain augmenté, voire hybride, entre parenthèses, injecté de substances amplificatrices et de nanotechnologie, apportant résilience et supériorité informationnelle. Un certain nombre de projets de soldats améliorés sont déjà en cours. Trois petits points. Donc soit ça va être Terminator, soit ça va être Avatar. Je sais pas. C'est intriguant tout ça. L'information, bien sûr, peut impliquer des cybermenaces, une distorsion, une manipulation de l'information et un cerveau connecté. En particulier, le cerveau connecté d'un soldat conduira à des formes offensives et défensives de guerre cognitive. De nombreux écrivains ont déjà imaginé quelles menaces pourraient émerger. La plupart restent de la science-fiction, mais certains projets bénéficient de ressources réelles, programmées et parfois testées, avec par exemple des implants de neuroinformatique et des techniques hybrides d'augmentation de la perception, vision et audition, ou encore des modifications génomiques. Ok, je vous fais pas de dessin. Hein, je vous redirige vers Neuralink, hein, d'Elon Musk, qui veut vous mettre des puces dans vos cerveaux. Ça va bien se passer. Il va être beau le monde de demain. Donc, au-delà des menaces traditionnelles et existantes associées à la guerre cognitive telles que utilisées par les nations alliées et concurrentes, ou celles qui pourraient être développées par des entités non officielles telles que des terroristes ou des entités cherchant à dominer culturellement ou religieusement, nous devons réfléchir à l'avenir du NBIC, comment elle pourrait influencer la cognition humaine en distrayant, en saturant ou même en prenant le dessus et en modifiant les objectifs. Il faut également mentionner la question de l'obsolescence de ces implants et de leur exploitation. Honnêtement, ça me fait penser à un jeu que je jouais quand j'étais gamin, hein, fait par des Anglais, Bullfrog, il s'appelait, et ça s'appelait Syndicate. Syndicate, il y avait plus que c'était vraiment un monde totalement dystopique, contrôlé par les méga corporations, donc ambiance cyberpunk, et il y avait deux groupes. Il y avait les dévots
C'était des groupes religieux fanatiques qui faisaient des attentats, en fait, et qui se battaient contre les méga corporations. Et les méga corporations, pour maintenir l'ordre contre les dévots, tu choisissais ton camp, soit tu faisais partie des dévots, soit tu faisais partie des méga corporations. Ils avaient des sortes de cyborgs, mi-homme, mi-robot, que tu pouvais améliorer. Il y avait toute une composante RPG. Et à la fin, même, tu pouvais faire péter les gars, en mode autodestruction. Si jamais tu voyais que tu gagnais, tu perdais la partie. Et ça faisait une mini bombe nucléaire. Le gars avait carrément une bombe nucléaire dans son thorax que tu pouvais faire détonner à tout moment. Et les gars étaient contrôlés par des puces et tu pouvais leur injecter de la drogue en temps réel pour les rendre plus agressifs, en mode berserk. Hein. Ça, c'est les années 90. Hein. Syndicate Wars. Allez voir. Franchement, bah, t'as l'impression que voilà, c'est l'avenir qu'on nous décrit dans ces lignes. Hein. Les méga corporations qui vont prendre le dessus, des guerres incessantes, permanentes, un homme modifié, du transhumanisme, les États-nations qui seront plus que des ruines fumantes, et le système néolibéral qui aura pris le contrôle en fait. Où tout pourra se marchander, tout pourra s'acheter, tout pourra se vendre. Des bouts de bras, des bouts de viande, votre corps, votre ventre, si vous voulez enfanter. Regardez les travaux des Chinois sur des utérus artificiels. À terme, on n'aura plus besoin des femmes pour procréer. Donc là, je vous redirige vers bah, Le meilleur des mondes, Brave New World de Huxley, à lire absolument, 1984 d'Orwell. Tous les films dystopiques de science-fiction qu'on a pu avoir, de Matrix en passant par Bienvenue à Gattaca, il y aurait tellement de films à citer. Mais c'est vraiment ça, c'est inquiétant. Donc je vais conclure. C'est que l'introduction, il reste encore 50 pages, mais on va faire ça en plusieurs fois parce que c'est un peu technique. Tout le monde n'aime pas le sujet et honnêtement, faut digérer parce que ça fait vraiment peur. Donc le cybermonde est désormais global, omniprésent, et aucune décision ou action ne peut être exécutée sans les outils qu'il fournit. Cela affecte évidemment la cognition de ceux qui les utilisent et aura un impact sur les individus et les groupes à tous les niveaux, à la fois psychologiquement, avec des conséquences humaines, et techniquement, lorsque des erreurs humaines affectent les systèmes. C'est un domaine en plein essor et de nouvelles voies repoussent sans cesse les limites de nos connaissances et des usages potentiels qui pourraient être développés. Il est impératif d'essayer d'anticiper les menaces nées des technologies futures et d'en savoir plus sur celles qui seront développées par nos ennemis aujourd'hui. Ces menaces sont de plus en plus fréquentes et leurs conséquences auront de plus en plus de répercussions mondiales, obligeant l'OTAN et ses pays membres à réfléchir aux dimensions variées de la guerre cognitive. Les anticiper, c'est se donner les moyens d'aller au-delà d'une posture réactive. Si les militaires restent réactifs, cela conduira à perdre l'initiative technologique qui est si vitale pour la stratégie militaire aujourd'hui. C'est ce que je vous disais. Donc voilà, si tu le fais pas, de toute façon, ton adversaire va le faire. Donc fonçons. Transhumanisme, modification du génome humain, et toujours plus loin. Espace, mer, désert, bientôt sur Mars. On ira coloniser tout ça avec des Space Marines, comme dans Doom. Donc voilà, honnêtement, des gens très sérieux ont quand même des idées très saugrenues, bizarres ou complètement folles, selon comment on voit les choses et où on se place, en termes de, pareil, de principes, d'idéaux, de morale, d'éthique, de déontologie. Voilà, je m'arrêterai là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.